Alors, je commence toujours, les exercices de prévision d'avenir sont toujours difficiles, donc c'est intéressant de donner un exemple qui nous place en arrière, qui est celui du téléphone portable, que je cite toujours. Si vous vous projetez en France, je dirais même plus généralement en Europe, il y a 15 ans c'est pas très vieux, c'est 96, et si vous regardez à cette époque-là, donc 4 ans avant l'an 2000, c'est pas très vieux, si on regarde à cette époque-là ce qui figurait dans tous les rapports de l'administration, des télécoms, des grands consultants, des experts européens, de tout ce qu'on veut, c'était le téléphone portable ne marchera jamais. Il y avait déjà en France à cette époque-là la norme 2G. Donc on disait le téléphone portable ne marchera jamais parce qu'il coûte trop cher, parce que la batterie n'a pas assez d'autonomie et parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Alors si vous remplacez téléphone portable par véhicule électrique, vous avez exactement le discours d'aujourd'hui. Ça coûte trop cher, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'infrastructure. Alors, ce qui est intéressant, avant que je continue, c'est de se poser la question pourquoi tout le monde se plantait à cette hauteur-là. Il coûte trop cher. Qu'est-ce qu'on ne voyait pas? On imaginait qu'un téléphone portable, c'était un téléphone fixe qu'on promenait avec soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces gros radiocoms là, qui pesaient 5 kilos, qu'au début on mettait dans les voitures, les machins, les trucs. Bon. Donc c'était un téléphone qu'on promène, qui avait en général une grosse batterie avec, et puis voilà. Mais non, regardons aujourd'hui les téléphones. Dans certains cas d'ailleurs, ils servent à tout sauf à téléphoner. Il y a des PDA, il y a des assistants, il y a plein de fonctions dedans, il y a Internet, il y a tout ce qu'on veut. Donc on a enrichi la fonction et petit à petit créé un ou des modèles économiques d'ailleurs, où le téléphone portable, regardez, même pour les catégories sociales défavorisées, coûte très cher quand vous regardez les budgets. Donc on avait simplement sous-estimé l'enrichissement de fonctions, c'est-à-dire qu'on avait substitué, et de la même manière qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on substitue une voiture électrique à une voiture thermique, on se dit on substitue la même chose. Non, ce ne sera pas la même chose. Je dirai pourquoi tout à l'heure. La batterie n'a pas assez d'autonomie. Souvenez-vous, quand on prenait le train avec des ordis portables il y a même 10 ans, ou quand la SNCF a commencé de mettre des lecteurs de DVD dans le Paris-Marseille, une fois sur deux, les trucs tombaient en panne si on n'avait pas de deuxième batterie à mettre dedans. Regardez aujourd'hui, il faut toujours brancher son téléphone portable, mais le souci de la batterie a été considérablement diminué, divisé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des progrès technologiques, et je vous donnerai un éclairage tout à l'heure sur ce qu'on peut attendre aujourd'hui dans l'automobile. Il n'y a pas d'infrastructure. Là où on s'était trompé, c'était qu'à l'époque, on ne voyait que les deux dimensions, si je peux dire. On ne voyait une infrastructure, c'était une route, une autoroute, un chemin, c'était quelque chose qu'on voyait à plat dans un paysage. Et on ne regardait pas le ciel. Et en fait, le seul endroit où il y avait des réseaux de satellites à l'époque, c'était Inmarsat qui couvrait les mers et les océans, parce que là, on s'était dit quand même, c'est normal, là, quand on prend un bateau, si on veut un téléphone portable, il faut qu'il y ait quelque part donc des satellites en dessus qui fassent le relais. L'année d'après, en 97, Motorola a créé le réseau Iridium. 4 ans après, il y avait 50 satellites, dont la moitié qui avaient été reconvertis du militaire, qui couvraient la surface terrestre et qui faisaient les relais entre les antennes relais, parce qu'on avait imaginé à l'époque qu'on ne pouvait relayer la téléphonie portable que par des antennes relais au sol. C'est oublier le satellite. Aujourd'hui, quelle est la situation du téléphone portable? Et puis j'arrête là. Il y a plus d'un téléphone par Français, portable par Français. Il y a pratiquement 70 millions de téléphones portables. En moyenne, un téléphone est suivi par 6 ou 7 satellites. Donc, vous voyez, c'est quoi? C'est le modèle économique qu'on avait transposé, qu'on n'avait pas imaginé. C'est le progrès technologique qu'on avait sous-estimé et qu'on sous-estime considérablement aujourd'hui pour l'automobile. Et c'est le sujet de l'infrastructure qu'on avait vu dans un monde qu'on n'arrivait pas à projeter dans une autre dimension. Et je vais y revenir, vous verrez, c'est aussi le cas pour les voitures. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans 3 dimensions et il manque une 4e dimension que je vais vous montrer. Voilà, alors je commence toujours par là. Alors, après, quand on prévoit l'avenir, il faut être humble. Après, je n'ai pas la prétention de... L'exposé que je vais vous faire maintenant, c'est plus une façon de présenter les lignes directrices, de voir un petit peu quel est le faisceau des critères principaux qui peuvent orienter l'avenir. Mais quand on regarde ce sujet de téléphone portable, on se dit que quand même, il y a 15 ans, on s'était beaucoup trompé sur le sujet. Alors, je commence par ce que j'ai coutume d'appeler le choc transport terrestre. Alors, quels sont les ingrédients? Alors, même si on est en France, le point principal, il est en haut et à droite de mon écran, là, de ma diapo.
c'est le développement des pays émergents ou qui ont émergé d'ailleurs. Donc il faut bien voir, alors on le dit, on parle de mondialisation tout le temps, mais il faut bien voir que les chiffres sont absolument pharaoniques. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en l'espace de 15 ans, aujourd'hui le parc automobile mondial, si on prend les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, on va dire, ça dépend un peu ce qu'on compte, mais c'est 700, 750 millions de véhicules. Dans 15 ans, il y en aura 1,5 milliard. 1,5 milliard, il va doubler. Le parc automobile mondial va doubler en 15 ans. Alors vous allez me dire, après on reviendra sur la situation économique, je ne dis pas que c'est 2025 ou 2023 ou 2027 ou etc. Ce n'est pas une année près, mais c'est l'orientation. Les deux pays là, la Chine et l'Inde que vous avez là, auront à eux seuls la moitié du parc mondial. Donc imaginez qu'aujourd'hui, une espèce de Gulliver là au-dessus de notre planète ramasse toutes les voitures qui existent partout autour de la Terre et les mette en Chine et en Inde. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Le marché mondial, alors on voit la situation économique d'aujourd'hui en Europe, qui est quasiment une situation de, je dirais presque de récession, ou quasiment de récession. Une croissance encore assez faible aux États-Unis, une croissance très faible au Japon. Malgré tout ça, regardez les prévisions de croissance et regardez surtout l'évolution des parcs automobiles. Cette année, donc 2012, les instituts ou les experts les plus pessimistes prévoient un marché de 70 millions d'unités et prévoient en 2020 un marché de 120 millions d'unités. La première décennie de ce siècle, en moyenne, le marché a été de 50 millions d'unités. Un peu avant l'an 2000, l'OCDE représentait 80% du marché mondial. Dans 4-5 ans, l'OCDE représentera pas plus de 40-35% du marché mondial. Vous voyez là, c'est vertigineux, c'est vertigineux. Alors, il y a les pays dont on parle, bien sûr, la Chine, l'Inde, les pays du BRIC, comme on dit, donc la Russie, derrière le Brésil et d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Le Mexique, il y a 10 ans, c'était une région française. Dans 10 ans, c'est l'Allemagne et la France réunies, c'est autant que la Chine aujourd'hui. Donc il faut regarder les chiffres. Faut regarder. Le premier marché déjà depuis 10 ans de Peugeot Citroën, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Peugeot et Citroën, alors sous d'autres marques, puisqu'il y a du CKD et il y a des licences et autres, donc c'est pas Ecodro, PSA vend plus de voitures en Iran qu'en France, etc. Donc il faut avoir une vision du parc automobile, il faut voir que ça c'est une donnée. Alors après on peut porter un jugement de valeur et se poser la question de savoir si c'est bien ça qu'il faut faire, mais toujours est-il que c'est l'orientation et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez, un groupe comme Peugeot Citroën, aujourd'hui, est en train de descendre en dessous de 3% du marché mondial, avec des Hyundai et des Kia qui l'ont doublé, qui vendent aujourd'hui 2 fois plus de voitures que lui. Il y a aujourd'hui 5 ou 6 constructeurs déjà, et on prévoit qu'il y en aura 17 chinois et russes, qui sont en train d'acquérir la taille de PSA. Geely, Chery, SAIC, Dongfeng et SsangYong. Et il y en aura encore 10 derrière. Donc il faut voir que cette situation-là, la conclusion, c'est le parc automobile mondial va doubler, est en train de doubler dans les 15 ans qui viennent. Alors, après, à gauche de l'écran, il y a les préoccupations écologiques. Alors, les préoccupations écologiques, comme vous le savez, il y a l'effet de serre. Alors, on peut discuter à l'infini de la causalité, mais toujours est-il que la mesure, elle est là, que l'évaluation de température, et comme vous avez sans doute vu au dernier sommet de Durban, en fait, plus on fait d'études et plus on approfondit les chiffres, et plus on arrive à la conclusion que c'est plus grave que tout ce qu'on disait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien, on n'est même plus à dire que l'augmentation de la température de notre bonne vieille planète va être, on peut la plafonner à 2 ou à 3, on est en train de dire, est-ce qu'on ne va pas taper à 4 ou à 5 ou à 6, et puis comment faire pour qu'on ne tape pas à 4, à 5 ou à 6. Sachant que si on fait le mouvement dans l'autre sens, si vous enlevez moins 5 degrés Celsius à la situation d'aujourd'hui, c'est la glaciation. C'est-à-dire que il a été évalué, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 mois, il y a eu une petite tempête qui en fait a duré une semaine au lieu de durer un jour ou deux vers Nice, enfin sur la Côte d'Azur en France. Et en fait, ça a été au final, ça a été analysé comme une tempête. Le fait qu'elle ait été longue, qu'elle ait duré une semaine, une tempête subtropicale, la différence de degrés dans les masses d'air, c'est 0,5 degrés. C'est-à-dire la différence entre une tempête qui dure un jour et 5 jours en Méditerranée, donc qui passe presque à une tempête subtropicale,
c'est 0,5 degrés Celsius. Donc ça veut dire que tout le réglage de notre atmosphère, de tout ça, bon, aujourd'hui, les égoïsmes, pour être très franc, je dirais nationaux ou autres, dominent hein, le sujet, qui est un sujet très difficile à faire évoluer au niveau mondial, mais petit à petit, ça va devenir une évidence, même pour les lobbies et les courants de pensée les plus climato-sceptiques, si je peux dire. Je veux dire, les choses deviennent vraiment petit à petit une évidence. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'à Durban, quand vous regardez les nouvelles études qui ont été faites, en particulier par les lobbies pétroliers, par les Tea Party et autres aux États-Unis, ou tous les climato-sceptiques qui existent à travers de la planète, en fait, chaque fois qu'ils ont fait des études en essayant de mettre autour de la table, par exemple, il y a un milliardaire américain qui s'est dit, comme on n'a pas de point de repère, quand on regarde les courbes de température et qu'on revient par exemple au début du siècle dernier, on a une difficulté qui est que les points de mesure des laboratoires publics étaient concentrés sur un nombre très limité d'endroits sur le globe, parce que c'était les pays développés de l'époque. Et en fait, la cartographie des températures et des points de mesure qu'on avait est très limitée. Donc il y en a qui disent, tout ce que vous racontez est faux, puisque de toute façon, les points de mesure étaient très limités. Donc il y a des études qui ont été payées par des pétroliers texans pour essayer de retrouver dans des mémoires d'entreprise, des mémoires familiales et tout un tas d'endroits, tout un tas de mesures de température qu'on pouvait retrouver et qui remontaient à 1900 ou avant. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'est bien pire que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'ils ont validé quasiment plus 3, plus 4 degrés. En étant eux-mêmes, en ayant financé des études avec l'intention de dire ce n'est pas 2, c'est pas 0. Donc la situation est grave. Alors ça se traduit comment? En fait, à un moment donné, et c'est le cas en Europe, il y a des réglementations. Donc c'est l'orientation donnée par les réglementations, c'est-à-dire que la communauté européenne, les pays européens acceptent l'idée, les constructeurs automobiles acceptent l'idée, ou en Californie ou ailleurs, que petit à petit, par la réglementation, on impose sur le marché du neuf des grammes de CO2 et puis d'autres gaz à effet de serre et puis d'autres polluants. Alors, j'ajouterai une dimension qui est en bas et à gauche de mon écran, qui aujourd'hui n'est pas forcément très présente dans les esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet du CO2, le sujet de l'effet de serre, et puis je vais reparler du pétrole après, de l'énergie, pour revenir à l'énergie, c'est un sujet qui est un peu en dessous de nos têtes, c'est la planète, c'est international, etc. On se dit, c'est quelque chose, il faut que les pays se mettent d'accord. Bon. Après, quand on descend au niveau local, il y a un paramètre qui devient de plus en plus important et qui est tout simplement la pollution locale. Alors la pollution locale, elle est multiforme. On va retrouver d'ailleurs essentiellement des particules. Donc on retrouve le problème du diesel et du gazole, je vais en parler tout à l'heure. On retrouve le bruit, et puis on retrouve d'autres polluants qui sont dus plus à des phénomènes de relief ou de vent dominant, ou de situation générale de l'endroit où se trouve, qu'à des phénomènes qui sont internationaux. Et là, la situation en France, alors la situation, je pense que vous le savez, vous le voyez, hein, il y a des villes, à Pékin par exemple, la population manifeste pour qu'on interdise la circulation. Et il y a eu plusieurs jours depuis le début du mois de décembre à Pékin où les gens avaient tous des masques et ne voyaient rien. Hein. Vous avez des situations. Alors, pour parler de la France, pour être très clair, vous avez aujourd'hui, alors il y a deux types de normes. Donc on regarde des microgrammes par mètre cube hein, dans l'air. Il y a deux types de normes. Il y a des normes instantanées qui sont en général assez autour de 50 microgrammes selon les particules. Et puis il y a des normes un peu plus basses, de moitié ou du tiers, où on regarde ce qui se passe sur 24 heures. On dit sur 24 heures, 48 heures. Je peux vous dire, là, en France aujourd'hui, il y a des villes, par exemple comme Aix-en-Provence, qui ne sont jamais aux normes sanitaires. Il y a des endroits, par exemple en région parisienne ou à Strasbourg, tout ça. Il y a des endroits en région parisienne, par exemple si vous allez à la porte d'Auteuil, que vous mettez le nez sur le boulevard périphérique et sur une sortie d'autoroute, un jour sur deux, vous êtes en dehors des normes sanitaires. Mais dans les grandes largeurs, hein, c'est-à-dire c'est 100 microgrammes, 150 microgrammes. Les maladies respiratoires à vie détectées au niveau de la sécurité sociale chez les enfants aujourd'hui qui arrivent à l'âge adulte, c'est à peu près un jeune sur 7. Alors c'est plus ou moins grave, c'est pas que l'asthme. Hors tabagisme et hors allergie respiratoire non détectée, non élucidée, il y a actuellement un jeune sur 7 qui arrive à l'âge adulte et qui a un problème respiratoire. Il y a en France, et là alors les études de santé elles sont très longues, et là il y a une étude qui est d'ailleurs en ligne sur le site du ministère, qui a été faite au niveau européen sur 7 à 8 ans, sur les morts prématurées. Donc on considère aujourd'hui, et maintenant on commence à avoir un minimum de certitude, c'est 45 000 morts par an en France.
45 000 morts prématurées pour des questions de poumons, enfin de particules dans les poumons. Donc c'est 10 fois les accidents de la route. Hein. Donc, j'arrête là, je veux pas. Alors il faut pas, attention, il faut pas non plus, faut pas tenir un discours que anti-automobile, parce que ce n'est pas que ça, hein, bien sûr, c'est un ensemble. Mais l'automobile compte pour beaucoup, et l'automobile a le gros inconvénient d'être assez concentré, bien évidemment, sur des routes ou des endroits de passage très importants. Mais, alors, comme vous le savez, les pouvoirs publics, et c'est extrêmement difficile, avec pour l'instant 7 agglomérations pilotes, travaillent à une élaboration de ce qu'on appelle de zones d'action prioritaire pour l'air. Par exemple, sur Paris ou en région parisienne, ça voudrait dire on éloigne les camions, ou les camions ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de tels rayons, etc. de Paris. Bon, puis après, c'est des restrictions de circulation, c'est éventuellement des péages urbains qui présentent d'autres inconvénients, mais la réflexion est en cours, mais elle est très difficile, parce que bien évidemment, on touche à la mobilité, on touche à la logistique, on touche à plein de sujets, mais la situation dans notre pays, il faut être très clair là-dessus, du point de vue de la qualité de l'air, est mauvaise, voire très mauvaise, et plus mauvaise que dans beaucoup de pays européens. Voilà, donc il faut le dire. Alors ceci pour dire que, rendu au niveau d'une collectivité locale, d'une collectivité territoriale, et à un niveau local, la perception de ces sujets de pollution, ou surtout les lignes d'action qui vont être petit à petit enclenchées dans le futur, vont être de plus en plus particulières. C'est-à-dire qu'à la limite, on va peut-être plus restreindre la circulation à certains endroits ou la contraindre qu'à d'autres. Donc en fait, on a, comme disent certains consultants, c'est le glocal. On a à la fois le global pour l'effet de serre et le local pour la pollution locale. Et en fait, on est pris entre les deux. On est pris entre les deux. Mais, je leur dirai tout à l'heure, il me semble assez clair que dans les mois et les années qui viennent, le sujet du local va devenir aussi important, si ce n'est plus important, que le sujet de l'effet de serre, parce qu'il est ressenti de manière immédiate. Vous avez vu en décembre à Milan, et Milan c'est pas Naples ou Rome, là cette fois-ci c'est la municipalité de Milan qui a interdit complètement la circulation pendant 2 jours, hors taxi et personnel d'intervention. C'était vers la mi-décembre. Donc on va arriver de plus en plus à des situations comme ça. Alors, donc, doublement, les facteurs clés, c'est doublement du parc mondial de véhicules particuliers utilitaires légers, c'est le sujet de l'effet de serre qui aujourd'hui est traduit en réglementation un peu lointaine et encore en une addition d'égoïsme au niveau international, mais qui petit à petit va devenir assez incontestable. Pas forcément au niveau de la causalité ou de l'analyse de la situation, ou même de ce qu'il faut faire, mais ça devient de plus en plus une évidence. Et on top of that, la pollution locale. J'ajoute, et c'est un élément sur la France qui est assez intéressant, on fait en général des études de tourisme au moment de l'été par rapport à des touristes étrangers donc qui vont et viennent dans les aéroports. Il y a des questions ouvertes. C'est la première année, donc l'an dernier, en 2011, où dans les réponses aux questions ouvertes donc de touristes américains, asiatiques, ce que vous voulez, ils disent il y a un problème de qualité de l'air en France. Ça sent pas bon, on sent que c'est pollué, il y a des particules, ça se sent, on n'est pas bien. C'est la première année où ça apparaît dans des études, ouvertes par rapport à des touristes qui viennent en France. Donc c'est aussi un indice. C'est aussi un indice. Alors le pétrole, bien sûr, c'est une résultante de tout ça. Il faut avoir en tête, et puis après on pourra éventuellement parler de la fiscalité ou d'autres sujets, mais si on s'accroche au baril de pétrole, vous avez la petite courbe en bas et à droite. On a un petit peu oublié, mais au moment des premiers chocs pétroliers, on était dans la zone de quelques dollars le baril. Donc c'est complètement en dehors du dessin, hein, parce que le dessin il commence à 30. Pendant 30 ans, on a été entre 20 et 30 dollars le baril. Il y a eu le choc pétrolier du printemps 2008. Après, il y a eu une baisse que vous voyez sur l'écran. Et on est aujourd'hui, en particulier depuis quasiment un an, on est dans la zone des 110. Donc je parle du Brent. Donc, il y a eu ce choc pétrolier donc à 140 dollars le baril en 2008, et c'est ça qui a déclenché, et rien d'autre, il faut être très clair là-dessus, enfin, c'est mon point de vue et il est assez partagé, c'est ça qui a déclenché le mouvement chez les constructeurs automobiles de véhicules décarbonés qui arrivent sur le marché. Ce n'est pas le CO2, ce n'est pas les autres facteurs que j'ai dit, c'est la résultante
Et c'est ce prix du baril de pétrole qui a déclenché la sonnette d'alarme. Et pour tout vous dire, moi il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, j'étais encore dans le secteur automobile, quand on faisait un scénario catastrophe, par exemple au niveau des achats sur les matières, le pétrole, l'emboutissage, les matières plastiques, le scénario catastrophe qu'on mettait dans tous les plans à moyen terme, dans tous les budgets, etc., c'était 100 dollars. C'est-à-dire qu'à 100 dollars, on considère qu'on est dans le scénario catastrophe dans l'automobile. Ben, on y est. On y est. Et il y a eu une espèce de descente après 2008, mais franchement, depuis un an, on y est. On est dans une situation où les constructeurs automobiles sont aux aguets et où le véhicule thermique devient douteux. Alors, au niveau de l'énergie, puisque vous m'avez dit qu'il fallait un petit peu aller sur l'énergie, il y a un point important à avoir en tête, et je vous renvoie en particulier à la dernière mise à jour de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait, vous savez, sa revue annuelle sur l'énergie. Je vais faire un petit peu de provocation. On n'a pas de problème d'énergie. En fait, l'humanité nous n'avons pas de problème d'énergie et nous n'aurons pas de problème d'énergie avant des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années. C'est-à-dire qu'il s'agisse des énergies fossiles, qu'il s'agisse du nucléaire qui continue quand même de se développer, qu'il s'agisse du renouvelable qui lui se développe. L'éolien l'an dernier a dépassé le nucléaire. Quand on regarde l'énergie, en particulier les gaz, et je ne sais pas si vous avez dû voir ça récemment aux États-Unis, il y a une étude assez alarmante du MIT qui a dit, bon, vu les nouvelles ressources de gaz qu'on est en train d'identifier, notamment dans les schistes bitumineux, etc., dans les gaz non conventionnels aux États-Unis, ça remet en cause tous les efforts faits en faveur des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une abondance, il y a des pays, il y a des zones où il y a en fait une abondance de gaz et de nouvelles sources de gaz qui sont trouvées. Donc on ne manque pas d'énergie, en fait. Mais il y a un problème dans les transports. Et il y a un problème particulier dans les transports, qui est que les transports aujourd'hui, comme vous le savez, utilisent exclusivement du pétrole, ou presque, et que quand on regarde toutes ces énergies fossiles ou autres, la liquéfaction du charbon, ou la gazéification, tout ce que vous voulez, ça va difficilement dans ce transport, parce que les bilans économiques et surtout carbone ne sont en général pas bons, pas favorables. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui on pouvait gazéifier le transport, ben le bilan carbone, on gagnerait un peu, mais le bilan carbone resterait globalement très mauvais. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'au niveau mondial, on ne manque pas d'énergie. Alors, elle peut être de plus en plus chère, en particulier en Europe, le gaz, de fait, est ou va être de plus en plus cher. Mais globalement, et puis les énergies renouvelables sont pour l'instant plus chères que le nucléaire, par exemple. Mais globalement, on ne manque pas d'énergie. Mais il y a un problème dans le transport, et c'est là où on est coincé en réalité. Parce que le transport, il baigne dans le pétrole, et en même temps, tout un tas de nouvelles technologies qui arrivent, en dehors, justement, je vais y revenir, de l'électricité, ne peuvent pas aller facilement dans le transport, ou en tout cas donnent des bilans. Je pourrais aussi après vous parler de l'hydrogène ou d'autres sujets. Je veux dire, l'hydrogène, c'est vraiment pas gagné que l'hydrogène puisse être mis dans les transports avec un bilan carbone favorable. Hein, c'est vraiment pas gagné. Et, alors, donc voilà un peu les ingrédients. Alors, pourquoi on va vers un choc transport terrestre? Parce que quand on regarde le calendrier, on est coincé. C'est-à-dire que nous sommes en 2012, pardon. On a commencé de mettre un peu de biocarburants. Alors les biocarburants, ils sont plafonnés, je dirais physiquement, à 10%. Ils sont plafonnés pour des raisons de compétition avec l'alimentaire d'un côté, pour des raisons que même du côté de la biomasse, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, c'est une question de surface, hein, les biocarburants. Alors dans certains pays, on peut faire plus que 10%, mais je dirais dans un pays comme le nôtre, on peut guère aller au-delà de 10% de biocarburants. Alors on cherche... Alors, après, il y en a qui parlent du pétrole bleu, donc de biocarburants qui seraient faits en particulier à partir des algues marines, mais les procédés industriels aujourd'hui ou grande échelle ne sont pas prêts. Hein. Donc aujourd'hui, on a des biocarburants de première génération, de deuxième et troisième génération qui arrivent, mais ça, c'est 10%. C'est 10%, peut-être 12% de notre approvisionnement. Et puis tout ce qu'on peut voir à l'avenir, qu'il s'agisse d'hydrogène, qu'il s'agisse de synthesis fuels, donc de carburant de synthèse à partir du charbon, de tout ce que vous voulez, que pourraient faire les Chinois ou autres, tout ça, c'est pas encore vraiment industriel, c'est pas encore à la dimension qu'il faut.
Donc on a un problème qui en fait, c'est les 15-20 ans qui viennent, où on a ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire ce choc transport terrestre qui vient de tout ce que j'ai raconté, en particulier le doublement du parc, et de nouvelles énergies, même si, comme j'ai dit avant, il y a abondance d'énergie, qui ne peuvent pas aller de manière facile, ou en tout cas décarbonée dans les transports. Donc on est un peu comme au bridge, on est dans un squeeze, on est coincé, et on a un problème sur 15-20 ans qui est terrible, hein, qui est terrible. Les gens ne le voient pas ou ne le ressentent pas comme ça, mais ce problème-là, il est extrême. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut, dans les 15 ans qui viennent, nous donner une bouffée d'oxygène, c'est le cas de le dire? Ben, c'est l'électricité. Parce que l'électricité, d'abord, beaucoup d'énergie renouvelable. Alors, le nucléaire, déjà, fait l'électricité, l'hydroélectrique. La plupart des énergies renouvelables, en fait, quand vous regardez bien, quand on s'éloigne du fossile, c'est presque tout le temps de l'électricité. Alors, on peut parler un peu de biogaz ou d'autres sujets, mais le vent fait l'éolien, c'est l'électricité, le photovoltaïque, c'est l'électricité, les usines marémotrices en mer, c'est l'électricité, les turbines qu'on va mettre à l'île de la Réunion, c'est l'électricité. Enfin, finalement, chaque fois qu'on produit de l'énergie et qu'on ne part pas d'énergie fossile, ben, en général, on produit de l'électricité. Donc on n'a pas trop le choix. Il faut regarder ce qu'on peut faire avec l'électricité. Alors, je vais y revenir. J'ai mis ici deux remarques importantes à ce niveau-là avant de passer au transparent suivant. Deux choses. La première, dans l'automobile, mais comme dans d'autres métiers, c'est pas parce qu'une technologie est mature, existe, qu'elle est mise sur le marché. Alors, il y a un très bon exemple que je cite tout le temps, c'est le stop and start, ou l'alterno-démarreur. Et en fait, quand vous réfléchissez au niveau énergétique, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire l'idée de dire, je suis à l'arrêt avec un véhicule et il ne consomme pas, autre chose que pour la radio ou autre chose, ou le chauffage, je veux dire, c'est quand même frappé au point du bon sens. Eh bien non. Le stop and start, il a été mis en série au moment du deuxième choc pétrolier. C'était Manetti Marelli qui l'avait inventé. Il a été mis en série sur différents véhicules, dont par exemple la Fiat Ritmo ES pour Energy Saving. Donc en fait, l'objectif, c'était sauver de l'énergie. Ben, regardez aujourd'hui, malgré toute la pub, et quand on connaît le sujet un peu outrancière que font les constructeurs automobiles sur le stop and start, vous allez chez les constructeurs français, chez les Allemands, etc., vous trouverez pas tant de modèles que ça qui ont un stop and start ou qui ont un alterno-démarreur, et vous trouverez, et quand bien même vous le trouvez, on va vous expliquer que les délais de livraison sont beaucoup plus longs que pour d'autres. Pourquoi? Parce que ça renchérit le véhicule de 500 à 1000 euros, qu'on touche quand même au moteur, etc. Et que, bon, voilà, la guerre des prix et la situation fait que... Donc, mon message là, c'est pas parce qu'une techno existe qu'elle est sur le marché tant qu'elle n'est pas imposée par la réglementation. Mon deuxième message, qui est fondamental par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que il y a par exemple un rapport qui est sorti au niveau mondial, évidemment financé par des pétroliers, qui s'appelle 50 by 50. Le rapport, il dit on peut améliorer de 50% la voiture thermique en 2050. Donc 50 by 50. Donc est-ce qu'on peut améliorer nos voitures d'aujourd'hui de 50% en 2050? Eh ben moi je vais vous dire, la réponse au plan technique, elle est oui. C'est-à-dire qu'on saura faire, on va faire des petites voitures à 1,1 litre et des grosses berlines qui roulent à 250 à l'heure et qui consomment moins de 3 litres au 100. Sauf que, on ne sait pas trop à quel prix on va pouvoir savoir faire ça, et sauf que, quand bien même on fait ça, si on remet ça en situation avec le doublement du parc mondial, ben on aura fait du surplace. Donc en fait, quand on dit le moteur thermique peut s'y améliorer de 50%, on va pouvoir faire des petits moteurs à 1 litre au 100 et des grosses berlines qui foncent à 3 litres au 100, la réponse est oui, mais je dirais quelque part on est obligé de le faire, et même si on y arrive, de toute façon c'est pas suffisant. Donc c'est un petit peu ça aussi qu'il faut voir, c'est que par rapport à la contrainte carbone et par rapport au sujet écologique, même si on fait tout ça, ce qui n'est pas gagné, hein, on est finalement fait du surplace. Donc la masse de carbone et tout ce qui sort du transport sera autant, si ce n'est plus que c'est aujourd'hui, puisqu'il y a une croissance organique et démographique qui fait que quand même on augmente le parc.
Donc on est coincé. Alors, quand on continue et qu'on regarde donc, là je pense que vous n'arrivez pas à lire sur le petit dessin, c'est illustratif, quel est le sujet ici? Donc, les constructeurs automobiles, et puis je dirais les citoyens que nous sommes tous, ou les courants de pensée, tout le monde prend des postures, c'est-à-dire je suis pour l'électrique, je suis contre, mais non, moi je suis pour l'hybride, mais non, moi je suis pour l'hydrogène, puis moi je ne comprends pas, les pétroliers ils ont tué le moteur à eau, ils ont tué le moteur à air comprimé, et puis etc. Et puis on peut faire des trucs avec du charbon ou du chanvre, ou tout ce qu'on veut. Alors oui, mais ces postures, en réalité, elles sont artificielles. Alors au début, elles ne sont pas artificielles parce que les constructeurs automobiles, regardez l'image que s'est donnée Toyota avec la Prius, regardez l'image que cherche à se donner l'alliance Renault-Nissan avec l'électrique, regardez l'image que par exemple Daimler va se donner bientôt avec l'hydrogène ou la pile à combustible. Ce sont un peu des questions d'image, mais au fond, les constructeurs automobiles depuis 2008 sont sur tous les sujets. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? Les services d'homologation européens, aujourd'hui, ont je dirais, la visibilité, c'est 30 à 50 véhicules électriques de grands constructeurs qui arrivent ou vont arriver sur le marché, je dirais, d'ici le tournant l'année prochaine. Donc, il y a considéré que il y a 30, 40, 50 véhicules électriques des constructeurs qui arrivent, pas seulement ceux qui communiquent aujourd'hui là-dessus d'ailleurs. Ils sont essentiellement, donc vous le voyez un petit peu sur le dessin à droite sur l'écran, en haut c'est le segment A, donc ce sont plutôt les petites voitures, les citadines, les microcars, et puis vous avez en bas le segment des utilitaires légers. Donc en fait on a une dominante de véhicules tout électriques qui arrivent dans ces deux segments de marché. Au milieu, donc on va dire dans les véhicules statutaires, en fait le cœur de la gamme, les véhicules familiaux, les véhicules du moyen de gamme ou de gamme supérieure, on va avoir beaucoup plus de bagarres parce que le sujet de l'autonomie des véhicules est délicat. Donc du coup, dans ces créneaux-là, on est davantage dans l'hybridation forte, on est davantage dans l'hybridation rechargeable, les hybrides rechargeables, on est davantage dans ce qu'on appelle les extenseurs d'autonomie comme l'Opel Ampera, donc dans des véhicules qui ne seront pas, qui seront électriques, qui auront une chaîne de traction électrique ou de propulsion, mais qui seront pas qu'électriques ou dans lesquels on peut faire de l'électricité avec un autre carburant. Donc il faut bien avoir ça en tête. Quand on parle de véhicules électriques, on a tendance à faire un raccourci, en particulier quand les patrons, là où les consultants balancent des parts de marché, ils disent Carlos Ghosn il dit moi 10%, et puis PSA dit moi 1%, et puis Roland Berger dit, je vous redirai les chiffres après, 37%, et puis McKinsey dit 0%. Enfin bon, tout ça c'est un bruit de fond. Le problème c'est que personne ne parle de la même chose. Hein. Donc d'ailleurs, quand on dit qu'on a un plan dans notre pays avec 2 millions donc, de véhicules en 2020, c'est en fait un tiers de ce qu'on appelle des batteries EV, donc des véhicules qui sont vraiment des véhicules tout électriques, et c'est 2 tiers d'autres choses, donc d'hybrides rechargeables, d'extenseurs d'autonomie et éventuellement de piles à combustible. Hein, donc il faut avoir cette notion qu'une voiture, on peut l'électrifier plus ou moins, et que dans les 2-3 ans qui viennent, il y a, je dirais, au moins 50 véhicules qui arrivent sur le marché, et derrière, il y en a une centaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo, si vous faites le tour des plans stratégiques aujourd'hui, des annonces ou de ce qu'on devine des grands constructeurs automobiles, il y a aujourd'hui au niveau mondial 150 véhicules électriques qui arrivent, qui sont en développement ou en programme, ou en pré-commercialisation. Alors ça ne veut pas dire que les volumes seront importants, parce que les constructeurs automobiles sont dans une logique quand même en général assez prudente, avec des véhicules qui peuvent être que des véhicules niches ou des séries sur lesquelles ils tâtent un peu le terrain. Et puis, donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de modèles, il y aura une offre très riche. En même temps, les volumes, en tout cas pour cette année et les 2 années qui viennent, ne seront pas forcément très importants. Parce qu'ils tâtent le terrain, ils voient ce qui marche, ils voient ce qui ne marche pas. Et ça leur permet aussi, par exemple, au niveau européen. Au niveau européen, par exemple, si Daimler, un groupe comme Daimler ne fait rien, il paierait, si on projetait la situation d'aujourd'hui en 2015, Daimler paierait à peu près 4 milliards d'euros d'amende à l'Europe.
la moyenne des émissions aujourd'hui calculée sur 95% du neuf de Mercedes fait qu'ils devraient payer 3 milliards d'euros de pénalité. Donc ils ont intérêt de toutes les manières, même s'ils n'en vendent pas beaucoup, à faire des véhicules électriques qui eux sont plus valorisés, puisqu'on met des coefficients, et donc finalement tout constructeur qui met sur le marché des véhicules électriques, ça l'aide considérablement et au-delà par rapport à la commercialisation des véhicules traditionnels. Donc le message ici, c'est il y a un mouvement des constructeurs. Alors après, je pourrais vous donner des budgets de recherche qui sont absolument pharaoniques. Par exemple, un seul constructeur comme Audi, donc c'est une des marques, donc la marque premium, on va dire, du groupe Volkswagen, son budget de recherche-développement sur le véhicule électrique, c'est 11,6 milliards d'euros. Donc c'est l'équivalent du grand emprunt en France. Sur combien de temps? Sur 3-4 ans. C'est 11,6 milliards. 11,6 milliards. L'alliance Renault-Nissan, donc Carlos Ghosn annonce un chiffre de 3-4 milliards en général. Vous considérez qu'en fait que c'est le double si vous mettez tous les à côté de Nissan, de Samsung, etc. GM, qui vient de reprendre d'ailleurs, General Motors, donc qui revient d'ailleurs de reprendre la première place mondiale, a un budget sur l'électrique qui est également dans la zone des 12-13 milliards d'euros de dollars. Et si vous regardez les grands équipementiers, donc les Bosch, les Valeo, tous ceux qui sont sur ces sujets-là, ou d'électronique de puissance, ils sont tous en train de doubler leur recherche-développement depuis 2 ans et pour les 2 ans qui viennent. Donc il y a un réel mouvement. Même dans des pays comme les États-Unis, qui a priori n'étaient pas des pays faciles pour ça, c'est aujourd'hui le premier marché. C'est là où il y a eu l'an dernier, c'est le premier marché aujourd'hui pour le véhicule électrique, et c'est là où il y a le plus de nouveautés qui sont annoncées, et c'est là où cette année, c'est aux États-Unis, où il y aura cette année le plus en particulier d'hybrides rechargeables ou d'extenseurs d'autonomie qui vont être mis sur le marché. La marque Chevrolet, qui aujourd'hui fait la moitié du groupe General Motors, va commercialiser en Europe une dizaine de véhicules électriques dans les 3 ans qui viennent. Une dizaine, 10. Donc, y compris en France. Donc, vous voyez, il y a un vrai mouvement des constructeurs automobiles. Il faut avoir une vue assez large du sujet et plutôt se faire à l'idée que le véhicule thermique, qui aujourd'hui est un véhicule totalement polyvalent, en fait, la chaîne de traction du véhicule va s'affiner et on va avoir de plus en plus des véhicules qui vont être faits pour certains types d'usages et de situations. Donc certains seront totalement électrifiés, d'autres resteront vraiment hybrides au sens premier du terme, et d'autres seront intermédiaires. La grande question étant l'autonomie, et finalement le sujet va être quelle autonomie j'accepte, quelle autonomie on est capable d'arriver avec des batteries, et jusqu'où. Mais regardez l'Opel Ampera que vous pouvez acheter aujourd'hui. L'Opel Ampera, c'est une voiture électrique au sens où sa chaîne de traction est électrique. Vous faites 85 km par exemple en région parisienne, donc vous pouvez sortir de Paris, faire 85 km en mode totalement électrique, et après l'extenseur d'autonomie du véhicule fait de l'électricité et vous donne de l'électricité pour aller jusqu'à Lyon, puisque l'autonomie de la voiture est proche de 500 km. Donc en même temps, Tesla, qui pour l'instant a fait des véhicules haut de gamme et des roadsters, annonce cette année la sortie d'un véhicule, une sedan, donc le Tesla Model S, qui aura 3 niveaux d'autonomie de batterie. Donc ça, c'est des véhicules vraiment tout électriques. L'autonomie, le niveau supérieur, c'est 485 km d'autonomie. 85. Alors, oui, donc on ne sait pas trop. Vous avez des hybrides rechargeables. Donc Toyota, par exemple, va commercialiser aux États-Unis, puis en France, dans 6 à 7 mois, la Prius rechargeable, parce que la Prius actuelle a une autonomie très faible en électrique. Donc, en fait, dans des véhicules hybrides aujourd'hui, vous faites très très peu de kilomètres en électrique. Hein. C'est un peu une. Mais derrière, l'hybride rechargeable qui va arriver vous permettra de faire quelque part comme une 15-20 km en électrique, ce qui permet déjà de faire pas mal de choses. Donc vous voyez, il y a une espèce de richesse de l'offre. Alors je ne parle pas des piles à combustible et je ne parle pas de solutions, ou même dans une voiture, ce serait même le cas des Renault, on traite à part la traction, parce qu'en plus, comme la voiture thermique, c'est un gâchis d'énergie. C'est-à-dire le rendement du moteur thermique, c'est 30%. Le rendement du moteur électrique, lui, c'est 90%, 95%. Donc dans le moteur d'une voiture thermique, on récupère, si je peux dire, gratuitement la chaleur, et on peut chauffer, on peut refroidir, on peut faire plein de choses avec cette énergie. Dans une voiture électrique, on ne peut pas faire ça, puisque chaque fois qu'on prend sur la batterie, on prend aussi sur ce qui alimente la propulsion. D'où l'idée, par exemple, de mettre des pompes à chaleur
ou des systèmes complémentaires dans les voitures électriques pour traiter à part les auxiliaires, le chauffage, la climatisation, ce que vous aurez dans la Zoé par exemple. Donc, pour dire que surtout pas de vue simpliste, l'idée de projeter des parts de marché, de dire ce sera ci, ce sera ça. Alors, je vais vous donner un chiffre que je considère comme un avis personnel, hein, chacun a son truc, mais je vous renvoie, et c'est sur Internet, donc vous pourrez la consulter. Bon, un des grands consultants, les plus dans le monde de l'automobile, et qui en tout cas, Roland Berger, qui a un mode de fonctionnement où il interroge les constructeurs et les équipementiers pour se faire une idée, puis il publie des études. Donc eux, ils disent, en 2025, donc ça s'appelle Automotive Landscape 2025, donc c'est dans pas très longtemps, hein, c'est dans 2012, donc c'est dans 13 ans. Eux, ils disent 37% de voitures électriques, 37, le marché, mais répartis en 14% à extension d'autonomie, donc comme l'Opel Ampera, la Volt ou des piles à combustible comme la Mercedes Classe B qui va sortir, 12% de tout électrique, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un véhicule électrique à batterie, et 11% d'hybrides rechargeables ou de full hybrides haut de gamme, comme aujourd'hui les Lexus, etc. Mais d'hybrides rechargeables, comme PSA va en sortir, comme Toyota et d'autres, ou Volvo, où la plupart des constructeurs vont en sortir. Donc vous voyez, quand on parle de véhicules électriques, il faut avoir une certaine souplesse d'esprit, bien voir qu'il y a... Alors, si vous aviez par exemple le directeur de la recherche de Valeo, il vous expliquerait qu'en général, un Valeo ou un Bosch, ils travaillent sur une douzaine d'architectures de base. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont une douzaine d'architectures de base, et avec ça, ils jouent comme on joue quand on est enfant avec des Lego, ou des jeux de construction. Ils disent, voilà, je peux mettre des moteurs dans les roues, je peux mettre une traction là, une propulsion là, je peux mettre de l'électrique là. Alors, l'extension d'autonomie, inutile de dire que dès qu'on parle d'extension d'autonomie ou d'hybride, en termes d'énergie, pour revenir à votre sujet, on peut mettre du biocarburant, flex fuel, on peut mettre du bon vieux pétrole, et puis on peut mettre d'autres choses. On peut mettre des bouts de fermentation de biogaz. Enfin, on peut, à partir du moment où on combine les technos dans une voiture et qu'on essaie d'avoir une dominante électrique, au moins pour le fonctionnement milieu urbain, le reste, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Techniquement, aujourd'hui, on sait faire énormément de choses. Donc c'est le flex fuel qui, à un moment donné, a eu un tout petit peu de succès aux États-Unis, puis est revenu en arrière. Et puis après, c'est d'autres. Voilà. Le gaz, on peut très bien combiner avec le gaz. Enfin, tout est, en particulier pour les. Alors, j'en profite pour dire, mais j'y reviendrai après. Je sens que mon discours, pour l'instant, sur les véhicules particuliers et les utilitaires légers, après, vous n'oublierez pas de me faire parler des véhicules plus lourds, des gros porteurs, des moyens porteurs. Il a noté en rouge sur son. Il a noté en rouge sur son. Vous l'avez noté en rouge sur votre truc, parce que faut pas oublier que c'est la moitié. Faut pas oublier que c'est la moitié du sujet. Hein. Mais je vais y revenir. Alors, j'essaie de vous donner un tour d'horizon un peu. Alors, on arrive à l'électricité. Alors, là aussi, avant de parler d'électricité, ce qui est assez intéressant, c'est que l'an dernier, si vous regardez dans l'histoire de l'automobile, ayez en tête que l'an dernier, des constructeurs comme BMW ou Ford ont dit toutes mes usines, dans 5 ans, fonctionneront exclusivement avec des énergies renouvelables. Ford commercialise en ce moment aux États-Unis la Focus EV, faite dans le Michigan, en partenariat avec SunPower, et livre aux particuliers une combinaison d'installations photovoltaïques et de la Focus EV avec autonomie énergétique. Toyota commercialisera, y compris en France, la recherche-développement est finie, et ça a été fait à l'INES en France, commercialisera sa prise rechargeable, qui en plus a besoin de moins d'électricité, avec des panneaux solaires. Des panneaux solaires, installation fixe. Un scooter électrique aujourd'hui ou un 2 roues, vous mettez 3 mètres carrés de panneaux solaires, vous êtes en autonomie énergétique. Une petite éolienne, etc. Donc, Toyota a racheté à la fin de l'année, Toyota, donc le deuxième constructeur mondial, a racheté à la fin de l'année le premier fabricant asiatique, en fait japonais, d'éoliennes. Volkswagen est en train d'investir en Basse-Saxe, en mer du Nord, le Volkswagen, le groupe automobile, est en train d'investir 1 milliard d'euros dans l'énergie éolienne. Volkswagen est en train d'installer, de commander des éoliennes pour les mettre en mer du Nord et en Baltique et alimenter à terme des parcs de véhicules qui seront en Basse-Saxe. Donc, alors il y a beaucoup évidemment
Après, bon, vous avez Renault qui veut couvrir tous ses parcs de panneaux solaires. Enfin, il y a évidemment un peu de com et à la limite de greenwashing si on veut. Mais attendez, c'est quand même on sent de plus en plus que l'automobile qui baignait complètement dans le pétrole est en train de voir un petit peu plus loin et de se dire, bon, le pétrole, d'une part, le parc mondial va doubler, d'autre part, il y a un problème de CO2, et enfin, il va coûter de plus en plus cher. Donc, il y a des mouvements comme ça qui n'étaient pas visibles il y a 2 ans, hein, c'est assez récent. Alors, maintenant, ce petit dessin. Alors, un chiffre qui est très important, et vous qui êtes sur des sujets d'énergie, et là aussi c'est quelque chose qui est assez... alors, je vous épargne les calculs, mais vous pouvez les faire vous-même. Donc, considérez qu'un véhicule électrique moyen a besoin de 3750 kWh, un peu moins de 4000 kWh par an. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Les 2 millions de véhicules électriques, par exemple, ayant en tête le parc français de véhicules, c'est un peu plus de 30 millions de véhicules. Les 2 millions de véhicules dont on parle pour 2020, sachant que 2 tiers d'entre eux sont hybrides, donc sont moite-moite, c'est 1% de consommation d'électricité en plus par rapport à aujourd'hui. Donc c'est 1%. Le calcul a été fait au niveau européen, il a été fait aux États-Unis, il a été fait dans beaucoup de pays. Si on électrifiait à 100% les parcs de transport terrestre, on augmenterait, si je peux dire, la consommation ou le besoin d'électricité que de 15%. Donc ayez ces chiffres en tête. Donc le véhicule électrique n'est pas synonyme au premier degré de consommation massive d'électricité en plus, et a fortiori de nucléaire, parce qu'après vous avez des gens qui font des raccourcis. Une bagnole électrique, c'est une centrale nucléaire, quoi, hein, c'est atomium. Non, d'une part, il y a de l'électricité qui n'est pas que nucléaire, et d'autre part, le véhicule électrique, c'est un véhicule qui est infiniment, enfin qui est 3 fois plus performant qu'un véhicule thermique, et qui en plus, comme il est en tout cas pour l'instant contraint par l'autonomie, biberonne, donc a un stockage d'énergie qui est limité. Donc il faut avoir ça en tête. Consommation marginale. Alors 1% c'est pas rien, mais c'est marginal. Alors par contre, le vrai sujet, alors il y a plusieurs vrais sujets. Le vrai sujet, c'est qu'on ne fait pas ça pour le plaisir, et que donc il ne faut pas que ce soit une électricité carbonée. Et de fait, donc du coup on retrouve le sujet de la gestion de la pointe, qui, comme vous le savez, en France est carbonée. C'est-à-dire que même quand on dit qu'on a 80% de nucléaire et puis je ne sais plus combien, 10-11% d'hydroélectricité, bah, toujours est-il que les pointes, donc en France l'ordre de grandeur c'est 9 à 10 gigawatts, la pointe d'appel d'électricité en France quand il fait froid, quand etc., c'est le soir ou le matin pour les entreprises, il y a deux grosses pointes, bah, elle peut être carbonée parce qu'à ce moment-là on déclenche automatiquement du charbon ou du gaz, où on fait appel à l'électricité d'Allemagne ou d'ailleurs, qui est carbonée en général. Et en Europe, il y a en tête que l'électricité aujourd'hui, elle est encore carbonée, elle est encore massivement carbonée. Donc, le vrai sujet, c'est faire attention à la pointe. Alors, et c'est encore plus vrai dans des îles. Donc, si par exemple c'est pour ça qu'on a un terrain d'expérimentation à l'île de la Réunion, parce que donc l'île est isolée, bien évidemment, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a pas d'hydroélectrique là-bas. Donc il y a la bagasse qui fonctionne à contre-cycle avec l'été et l'hiver. Mais il y a 30% aujourd'hui d'énergie renouvelable. Et donc il y a un plan de développement avec l'ADEME, les autorités locales là-bas qui sont très, très motrices sur ces sujets-là, pour dire que ça vaut le coup d'électrifier le parc à l'île de la Réunion pour plein de raisons, mais à condition que ce soit exclusivement avec du solaire. Hein, du solaire et puis un petit peu d'électricité de la mer. Mais en France, clairement, il faut faire attention à la gestion de la pointe. Donc ça veut dire derrière, alors c'est important, alors ça rejoint le sujet de l'efficacité énergétique en général, ça veut dire ne pas refaire toutes les bêtises qu'on a fait avec les radiateurs électriques et d'autres choses, c'est-à-dire ça veut dire piloter la recharge, ça veut dire avoir des tarifs très incitatifs pour que les gens rechargent la nuit. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, parce que ça aussi c'est une tarte à la crème dans les médias et dans les journaux, et il y a autant de bêtises presque que d'articles ou de blogs. Le véhicule dont je parlais, qui a besoin de 3800, un peu moins de 4000 kWh, après on vous dit tout de suite, le raccourci c'est de dire je recharge un véhicule électrique de base et en mode normal,
il me faut 7, 8, 9, 10 heures. Hein, on vous dit ça. Bon, attention, d'une part, en général, la batterie n'est jamais à plat, donc on n'est pas en situation de tout en charger à fond. Et d'autre part, si vous regardez un véhicule qui roule déjà beaucoup dans la zone des 13-15 000 km par an, et que vous faites le calcul, en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est un équivalent de 2 à 3 pleins sur la semaine, donc ça fait entre 2 et 3 heures et demie de recharge par jour. Ce n'est pas 10 heures. C'est-à-dire, si vous utilisez de manière très importante, et je vous parlais tout à l'heure d'Autolib, le besoin de recharge n'est pas une voiture Autolib qui roule 4-5 heures par jour en moyenne, ou dans l'objectif, n'a pas besoin de 10 heures de recharge. 10 heures de recharge, c'est quand la batterie est à plat et qu'on a fait les 100, 150 ou 200 km sur le cas. Mais regardez, faites le calcul, un usage moyen de véhicule, 13-15 000 km par an, ce qui est déjà bien en dessus de la médiane française. Faites le calcul, c'est 2-3 heures de charge. Donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas trop de difficultés à viser le créneau, par exemple, de 2 heures à 4-5 heures du matin, qui est un créneau qui, lui, est complètement vide, presque vide, de consommation d'électricité. Donc c'est cette gestion-là qui est importante. Alors, j'ai signalé sur l'écran un point qui n'est pas négligeable en bas et à gauche, qui est que ça force aussi... Alors là, on rejoint un petit peu les sujets de smart grids, comme on dit, c'est des trucs un peu à la mode, ou de smart city, enfin de mettre de l'intelligence dans le réseau électrique, mais en basse tension, en fait. En basse tension. C'est là où il faut faire attention. Parce que là aussi, il y a une confusion générale, en particulier en France, quand vous regardez le sujet. Donc, le réseau intelligent, on peut le considérer au niveau supérieur, donc en haut voltage pour la haute tension, etc. Mais en fait, dans le cas du véhicule électrique, on est plus dans la logique de réseau intelligent, mais vraiment dans une très forte proximité. Imaginez un centre de tri postal de la Poste qui est en train de s'équiper de Kangoo ZDE électrique, un centre de tri postal qui s'équipe du jour au lendemain de 10 véhicules, ne serait-ce que de 10 véhicules électriques, c'est pas neutre. Ça demande une étude par ERDF de l'environnement local ou d'autres de l'environnement local. Dans un petit immeuble ne serait-ce que de 6 ou 8 appartements, vous mettez un véhicule électrique, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que ce que j'ai dit avant, c'est pas une forte conso au niveau global, c'est toujours pareil, mais au niveau local, c'est beaucoup. À un niveau local, c'est beaucoup. Hein, par rapport à l'installation de puissance, par rapport à ce que les électriciens appellent le foisonnement de puissance autour d'un réseau local, d'un quartier, etc. Hein, avec en plus éventuellement des zones à sécuriser, des hôpitaux, etc. Donc, présumons-nous, le véhicule électrique, ce n'est pas de la consommation ou c'est peu de consommation d'électricité en plus, c'est surtout un sujet de renforcement, de gestion de la pointe, et j'ai mis au milieu d'itinérance, c'est-à-dire quand il s'agit de piloter la recharge, comme vous ne rechargez pas forcément chez vous, ça veut dire qu'il faut que tout ça soit organisé au niveau informatique ou autre. Alors après, puisque vous vous intéressez à l'énergie, je vais vous donner un chiffre qui est très intéressant. Et là, je reviens à ma toute première introduction. C'est la 4e dimension, si je peux dire. Au moment où nous parlons, si on regarde la France vue du ciel, vous regardez ce qui se passe. Donc il y a un peu plus de 30 millions de voitures. Considérons que les réservoirs sont à moitié pleins, à moitié vides. Et en moyenne, il y a 90% des voitures qui ne roulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le parc roulant, c'est un gigantesque stockage de pétrole, d'essence et de gazole, mais gigantesque. Alors faites le calcul, vous le ferez à tête reposée, comptez qu'une voiture en moyenne c'est 80 kW. La puissance dormante, au moment où nous parlons, des voitures là, qui ne bougent pas en ce moment, dans la rue et partout, la puissance énergétique dormante, c'est à peu près 650 EPR ou 1000 tranches de centrales nucléaires. Ou, je ne sais plus, j'avais fait le calcul, je crois, 30 ou 40 fois oui, c'est 40 fois notre parc de production d'électricité. Donc on a un immense, mais immense de chez immense, stockage de pétrole qui est inutilisé, qui est là, qui dort, qui est sur 4 roues, qui dort. Alors imaginons qu'à la marge, je dis bien à la marge, on ait des voitures électriques là-dedans. Et que les voitures électriques, au lieu d'être des cafetières électriques, au lieu d'être des chauffe-eau électriques, etc., l'électricité fasse des allers-retours avec le réseau, vous avez en fait le couteau suisse de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire vous avez un moyen de
complètement réguler le réseau. Faites un autre calcul, la pointe carbonée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui se passe quand on regarde la montre à 19 h en hiver qui fait très froid en Bretagne ou ailleurs, et on se dit attention, on envoie des SMS pour dire attention, il ne faut pas mettre tout de suite les réacteurs électriques parce qu'on va tout faire péter. Donc c'est 9 gigawatts. 9 gigawatts, c'est 100 000 voitures. Ce n'est que 100 000 voitures. C'est-à-dire que si on était capable, sur notre parc de 30 millions de voitures, d'en avoir suffisamment d'électrifiés pour qu'on puisse tirer l'électricité sur 100 000 voitures, on n'aurait déjà plus de problème de pointe. Donc, et ça, alors il y a beaucoup, il y a actuellement donc il y a des expérimentations, il y a par exemple au Danemark, il y a la compagnie Dong, qui travaille d'ailleurs avec Renault, et une société qui s'appelle Better Place, parce que l'énergie éolienne qui est produite offshore la nuit, dans je crois 30% des cas pour cette compagnie d'électricité, n'est pas revendue, n'arrive pas à la refourguer au Danemark, en Allemagne ou ailleurs. Donc ils font de l'électricité pour rien avec les énergies, avec les éoliennes. Donc du coup on stocke l'électricité qui de toute façon est produite ou peut être produite, on la stocke dans les voitures, et à la marge, je dis bien à la marge, il ne s'agit pas de vider les voitures, on utilise cette électricité pour faire autre chose. Alors vous avez en France, à Lyon, donc il y a une expérimentation qui commence avec d'ailleurs le NEDO, donc l'équivalent de l'ADEME au Japon, et le METI, Mitsubishi, et puis après il y aura Renault-Nissan sur ces sujets-là. Et vous avez Carlos Ghosn, enfin l'alliance, donc Renault-Nissan, a décrété qu'en 2014 c'est pas très loin, tous les véhicules de l'Alliance auront ce qu'ils appellent le véhicule to grid, c'est-à-dire la possibilité de décharger, en étant piloté, de l'électricité sur le réseau. Exactement comme aujourd'hui, vous avez une installation photovoltaïque et on vous dit, alors ça coûte cher, hein, et on vous dit après le EDF vous rachète l'électricité à des tarifs qui sont encore très généreux. Là, on vous dit voilà, vous avez un moyen de... On stocke de l'énergie dans la voiture et à la marge, on joue avec cette énergie et ça nous permet de réguler beaucoup de choses. Alors, je parle comme un livre, mais c'est certainement une des pistes les plus intéressantes et peut-être une piste ou la piste qui est capable de faire éclore pour de bon le modèle des véhicules électriques. C'est cet aspect stockage d'énergie. Et alors, n'oublions pas en plus que toutes les énergies renouvelables sont intermittentes. Le vent, le soleil, on ne le commande pas. Hein, et le vent encore plus que le soleil. L'énergie de la mer n'est pas non plus... c'est une énergie quand même assez intermittente. Donc on est face à des nouvelles énergies qui ont toutes besoin d'être stockées. Alors qu'aujourd'hui, avec le charbon, le gaz et bien sûr encore plus le nucléaire, on est dans une logique où on appuie sur le bouton et voilà, on a de l'énergie ou on n'en a pas. Donc il faut stocker l'énergie. Donc le véhicule électrique pourrait devenir... Alors le Japon, suite à d'ailleurs c'est assez intéressant, après la catastrophe de Fukushima, donc il y a maintenant 1 an à peu près, donc les Japonais, à la situation, ils ont décidé cet été, ils ont demandé cet été à tous les constructeurs automobiles, en particulier ceux qui dans leur logique sont sur l'électrique, c'est-à-dire Mitsubishi, Suzuki, etc., et Nissan, de mettre en place dès cette année ça, au Japon. C'est-à-dire ils ont dit à Mitsubishi, à Nissan, etc., attendez, on veut pouvoir utiliser l'électricité stockée dans les batteries en cas de secours, etc., en cas de problème, pour ne serait-ce que la chaîne de froid, etc., parce qu'ils ont eu, quand vous regardez de près ce qui s'est passé avec la catastrophe qui est quand même pas trop loin de Tokyo, ils ont quand même eu des semaines et des semaines, dans certains cas, de manque d'électricité, hein, ou de défaut de réseau, etc. Donc voilà, donc je pense que c'est un sujet important. Donc retenons pas vraiment un problème de consommation, donc de production d'électricité. Le véhicule électrique, ça faut dire comme c'est assez positif, s'accommode ou peut s'accommoder assez bien des énergies renouvelables qui sont par essence décentralisées, hein, qui sont en général décentralisées. Donc on n'a pas besoin non plus pour le véhicule électrique. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans la campagne, comme on dit, ou en milieu rural, le véhicule électrique n'est pas idiot. Contrairement, on a une vision très urbaine du véhicule électrique en disant c'est intéressant en milieu urbain, évidemment, puisqu'il y a des problèmes de circulation et de pollution, mais c'est pas non plus, quand vous regardez à la campagne, où il y a par exemple des fermes qui ont des panneaux solaires ou des choses comme ça, il suffit de pas grand-chose. Un véhicule, il faut 15 mètres carrés de solaire et vous avez votre énergie. Donc, et quand vous quittez Paris par le sud et que vous commencez à prendre l'autoroute vers Nevers,
vous avez 110 km sans pompe à essence. Hein. Puis quand vous sortez de l'autoroute, il vous faut faire 50 km à la Charité ou ailleurs, vous faites 50 km pour trouver une station essence. Donc c'est pas... voilà, donc le véhicule électrique permet ça, mais attention, gestion de la pointe, et une opportunité qui est considérable, qui est le vehicle to grid. Alors, ou ce que les électriciens appellent de l'autre côté, le grid for véhicule, c'est-à-dire je fais un réseau qui est fait pour pouvoir alimenter des véhicules. Alors évidemment, aujourd'hui vous allez me dire c'est peut-être un petit peu de la science-fiction, mais pas vraiment. C'est-à-dire on est entre deux. C'est-à-dire que c'est pas très difficile à faire au niveau technique. Par contre, comme ça doit être fait à la marche, évidemment, on ne peut pas décharger les véhicules, il faut que le parc ait émergé, il faut que plein de choses se soient passées. Voilà. Alors, un autre point important, mais je vais moins les développer puisqu'on est plus sur l'énergie. Alors, en restant sur l'énergie, donc ayons en tête qu'il y a de la recharge normale, donc on dit à 3 kVA, de la recharge accélérée, et c'est en particulier ce que veut faire Renault à 22 kVA. Alors la charge accélérée, elle est adaptée par exemple aux situations des centres commerciaux, des grandes surfaces, de tout ça, où on reste en moyenne 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc la recharge accélérée, elle vous permet de refaire le plein complet de votre véhicule, le temps que vous faites vos courses, ou vous allez voir un film, ou je ne sais pas quoi. Vous vous installez vous êtes dans un centre-ville, 1 heure et demie, vous êtes sûr, vous avez votre plein. Donc la charge accélérée est intéressante. Après, il y a la vraie charge rapide, donc c'est 45 kVA, qui vous permet soit de faire un plein complet en un quart d'heure, 20 minutes. Alors, sachez qu'en laboratoire, Siemens et d'autres savent faire un plein de véhicules électriques en quelques secondes, mais il faut mettre en jeu des puissances telles que... Après, on a les cheveux qui se restent sur la tête. Hein. Mais je dirais que les stations de recharge rapide qui sont aujourd'hui disponibles, alors qui sont plus dans l'univers de stations-service, pour les Nissan ou autres aujourd'hui, où les petits véhicules de PSA peuvent avoir ça, donc l'Aion et la C0. Donc ces charges rapides, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Alors, sachant que si votre voiture, par exemple, vous êtes à Paris, vous voulez retourner en banlieue, vous vous arrêtez à la porte d'Orléans, le quart d'heure, c'est 5 minutes, parce que vous n'avez pas besoin, vous voulez simplement être réassuré. Donc vous faites en 5 minutes, si votre voiture est à moitié pleine, vous faites le plein, vous êtes réassuré pour rentrer chez vous. Vous voyez, il ne faut pas non plus voir une situation où on refait un plein complet. Ça peut être... bon. Alors maintenant, une chose qu'on n'a pas en vue, puis je ne vais pas développer parce que ce n'est pas l'objet pour vous, quand on regarde les modèles économiques, donc on voit bien la voiture, parce qu'elle est là, la voiture, et on voit bien l'électricité. Il faut de la voiture et de l'électricité. Ce qu'on voit moins bien, ou plus difficilement, c'est qu'en fait, le centre du modèle économique, c'est le stationnement. Pourquoi ? Parce que avec la voiture thermique, comme le pétrole a l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a une densité d'énergie considérable, en 1 minute, 1 minute et demie, vous faites le plein de votre véhicule. Donc on est dans une logique de station-service où tous les X centaines de kilomètres, vous allez faire un plein qui dure quelques minutes, puis si ça dure 5 minutes, on n'est même plus habitué à faire la queue à la pompe à essence. Je veux dire, le parc français de pompe à essence, qui a considérablement baissé, il est encore surdimensionné d'un facteur 10 par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'en moyenne, pour ne pas faire attendre les gens, il y a 10 fois plus de pompes que ce qu'il faudrait aujourd'hui en France. Il y a 11 000 stations et presque 80 000 pompes à essence qui ne servent à rien. C'est simplement pour pas qu'on attende. Alors, et il y a aussi un chiffre en tête, c'est que quand vous avez le pistolet et vous remplissez votre voiture, vous mettez en jeu 22 mégawatts. 22 mégawatts. C'est-à-dire ce qui passe dans votre main et dans le tuyau quand vous faites le plein d'essence en 2-3 minutes, c'est 20 mégawatts. Donc c'est 3 ou 4 grandes barres d'immeubles, c'est une ville de 10 000 habitants, c'est ce que vous voulez. Dans la main en 2 minutes. C'est-à-dire le pétrole, mais là on change de monde. On change de monde, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il faut du temps, donc il faut stationner. Donc on est dans une logique de situation où la voiture électrique, ou même la voiture hybride, etc., doit stationner. C'est plus la station-service. La station-service, elle n'est appropriée que pour la charge rapide, ou éventuellement, j'en parlais tout à l'heure, l'échange de batterie. Mais c'est un univers de stationnement. Et le modèle économique, en fait, il tourne de ça. Et quand vous regardez le service, quand vous regardez, par exemple, alors je vais vous donner un chiffre, Bolloré, donc Autolib, le syndicat mixte Autolib, quand vous regardez l'ensemble de la structure de coût, la voiture, c'est 10%. Vous avez l'impression de prendre une voiture, d'avoir un abonnement, de louer une voiture, etc. Mais la voiture, dans la structure de coût générale d'Autolib, c'est 10%. Parce que derrière,
il y a de la voirie, il y a du renforcement du raccordement de réseau, il y a du service, il y a de la maintenance, il y a des flux à réorganiser la nuit, il y a tout un système. Donc en fait, on est dans une logique d'occupation de la place sur la voirie, qui d'ailleurs fait débat avec plein de professions. Et donc le truc, c'est le stationnement. Alors, l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est la carte de gauche au plan comment dire, au plan énergétique quand même, c'est que on a l'impression, quand on parle de 2 millions de voitures en France, déjà, quand je dis chiffre, les gens, quand je me suis dit, il a fumé la moquette, lui, il est complètement 2 millions de voitures, bon, même pas en rêve. Alors, en fait, si vous faites un chemin pour aller vers ces 2 millions de voitures, vous regardez ce qui peut se passer à l'année, vous faites un scénario, un plan, je dirais, vous regardez ce qui se passe année après année et que vous mettez à la place d'une collectivité locale. Ici, c'est l'exemple de Rouen, c'est la carte de Rouen-Elbeuf. Donc, c'est une agglomération de 500 000 habitants, 375 000 voitures aujourd'hui. Le point de passage du plan chez eux, dans cet agglo, en 2015, donc quelque part les investissements que la Créa, donc chez Laurent Fabius, a à faire aujourd'hui, leur plan, c'est 2000, 3000 voitures. Vous voyez, c'est-à-dire que les 2 millions de voitures électriques qu'on voit en 2020, le point de passage et la vision d'investissement pour une collectivité de 500 000 habitants, c'est 2-3 000 voitures, c'est rien. C'est exactement, si vous voulez, quand on vous parle d'une voiture neuve qui sort, vous voyez les pubs à la télé, puis que vous attendez 6 mois avant de la voir dans la rue. Donc le parc est tellement gros, il y a une telle progressivité entre le marché et le renouvellement du parc. Donc du coup, pour les collectivités, pour l'État et pour l'ensemble c'est un exercice de prévision et de planification, de calcul, de recherche opérationnelle qu'on a perdu l'habitude de faire, parce qu'aujourd'hui la planification c'est un gros mot. On dit le commissariat au plan, il a été tué, enfin, on fait tout à court terme. Donc la planification c'est un gros mot, mais en fait là on est dans une vraie logique, alors compliquée, parce que le marché automobile personne ne le maîtrise. Le seul input que donnent les pouvoirs publics c'est la réglementation, donc c'est des grammes de CO2, c'est des trucs, des machins. On dit on a un objectif, il faut que les collectivités, parce que ce sont les communes ou les groupements de communes qui ont la voirie, etc., il faut qu'elles investissent pour faire des infrastructures dans le domaine public. Et en même temps, il y a peu de voitures, donc il faut faire vraiment une optimisation. Donc c'est vraiment de la planification. C'est vraiment de la planification. Et ça, je pense d'ailleurs pour l'ensemble des sujets énergétiques, c'est un petit peu le sujet. C'est-à-dire qu'on est bon, voilà. Hein, mais là, comme on touche à la mobilité en fait aujourd'hui, elle est livrée à elle-même quelque part. À part le transport collectif. Lui, on peut dire qu'il est planifié puisqu'il est budgété. On fait un tramway, on fait des lignes de bus, etc. On fait un métro. Bon, on peut considérer que c'est un peu planifié. Mais l'automobile, non. L'automobile, on dit, voilà, t'achètes une voiture, on ne sait pas combien il y en a, etc. Puis ça roule et puis on s'en occupe pas. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un sujet important et très difficile, extrêmement difficile. Alors, je ne vais pas trop développer ça puisqu'on va rester sur l'énergie. Je vérifie que j'ai rien oublié d'important pour l'énergie. Alors, j'ai oublié de dire aussi une chose qui est, alors là, la comparaison, elle se fait, mais je crois que c'est peut-être mon slide précédent. Oui. Quand vous regardez ce document, vous le lisez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on passe du domicile au travail, au parking public, aux courses, au voyage, à la station-service, et puis en haut, c'est l'échange de batterie. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus vous vous éloignez de chez vous et plus vous parcourez de kilomètres, dans le sens des aiguilles d'une montre, moins il vous faut de temps théoriquement pour recharger, et plus vous faites appel à des puissances et des énergies importantes. Voilà l'idée. Mais en réalité, et là, le véhicule thermique nous a tous anesthésiés, parce que le véhicule thermique, il est totalement polyvalent. Donc regardez les pubs, d'ailleurs un peu débiles qu'on fait en ce moment, où on dit une voiture, elle fait 1200 km. Enfin franchement, quel est l'intérêt de dire une voiture doit pouvoir faire 1200 km sans faire un plein, alors qu'on dit qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures. On est dans des trucs... et de la même manière qu'aujourd'hui en France, 2/3 des voitures immatriculées sont homologuées à plus de 200 km/h. 2/3. On est dans un truc complètement... on est tous dans un système et un modèle qui est bon. Alors, ceci pour dire que là, par contre, quand on touche aux véhicules électriques, la grande différence, c'est qu'on n'est plus...
finalement, vous voyez, l'univers du véhicule thermique, on ne le voit qu'en haut et à gauche de l'écran. C'est la station-service, c'est l'autoroute, c'est voilà, c'est le truc. Je m'arrête quelques minutes, je fais un plein, etc. Bon voilà, puis je peux faire entre-temps quelques centaines de kilomètres. Et ça, c'est un modèle qui n'est plus valable, en tout cas au démarrage, pour le véhicule électrique. Et donc du coup, on retombe dans un modèle qui est celui de l'alimentation humaine. C'est-à-dire que nous tous, nous mangeons et nous buvons 90% de nos besoins chez nous, ou dans une cantine scolaire pour les enfants, ou dans un self ou un restaurant. Donc 90% de nos besoins, je dirais, sont dans une sphère privée ou à un endroit de travail où on est à l'école, etc. Pour autant, quand vous regardez dans la rue, que vous promenez, il y a des restaurants et des trucs partout. Mais ça ne couvre que 10% de nos besoins. La voiture électrique, c'est pareil. 90% de la recharge, 90% de son alimentation électrique, elle doit être faite dans la sphère privée, donc au domicile, un pavillon, une entreprise, un parking public, une entreprise, une flotte d'entreprises, etc., une flotte collective, un autopartage. Mais en fait, le besoin d'infrastructure qui est très trompeur, et quand vous regardez, alors là aussi, pareil, dans les médias, il y a un peu un effet destructeur. Et là, je rejoins mon histoire d'infrastructure du téléphone portable. On se dit, il n'y a pas d'infrastructure, donc il n'y a pas de marché. Et d'ailleurs, les gens de Renault aujourd'hui qui commencent de vendre la Kangoo ou de la Fluence, ou PSA, tout ça, ils disent tous la même chose. Les clients sont là, mais je n'ai pas d'infrastructure. Donc les gens, nous sommes tous comme ça. Nous sommes dans le modèle du véhicule thermique. Nous voyons la station-service et nous considérons qu'à partir du moment où nous quittons le lieu de parking principal du véhicule, quand on a une voiture électrique, on est en danger, on est en insécurité. On regarde la jauge de batterie, elle est dans le rouge, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc, en fait, alors, à terme, quand le marché aura émergé, cette règle du 90, elle sera valable, mais dans un premier temps, il faut donner un minimum de visibilité, parce qu'on est tous comme ça, on est tous faits comme ça aujourd'hui. Même quand on raisonne, etc. Alors, je vous épargne, et ça, vous devez l'avoir par ailleurs, c'est très intéressant de voir la différence entre l'usage qu'on perçoit d'une voiture et la réalité de ce qu'on en fait. Donc la réalité de ce qu'on fait d'une voiture n'a rien à voir avec ce qu'on pense qu'on fait avec, en termes de kilométrage, en termes de durée, en termes de tout ce qu'on veut. Donc on surestime infiniment le besoin de kilomètres que nous avons, de ce que nous faisons, le nombre de kilomètres que nous avons avec une voiture. Si vous demandez à des gens combien ils font de kilomètres par jour, combien de fois ils ont utilisé leur voiture dans la semaine, toutes les études montrent que tout le monde se trompe, mais dans les grandes largeurs. Et en plus, le pire du pire, c'est que l'exception devient la règle. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise une voiture pour faire, alors le parcours moyen en France, c'est 200 km par semaine en 20 fois. Vous faites le calcul, c'est-à-dire 10 km en moyenne, bon voilà, c'est le parcours moyen. Alors, après, il y a plein de chiffres, les retours travail, etc. Bon. Mais, oui monsieur, attendez, de temps en temps, il faut que je fasse 400 km pour aller voir ma belle-mère, pour aller en vacances. Donc, c'est-à-dire, c'est l'exception de l'utilisation du véhicule qui fait la règle et le dimensionnement du véhicule. Alors ça aussi, c'est stupide. C'est-à-dire que, en termes de... Toutes les études montrent, par exemple, même dans Paris Intramuros, pourtant, il n'y a que, je crois, 30% des Parisiens qui ont une voiture. Alors, pareil, c'est le rationnel économique. Par exemple, une société comme Sixt vous explique que vous prenez un contrat, un Parisien, une Parisienne qui prend un contrat avec Sixt, donc ils apportent la Smart ou la Classe A dans le quart d'heure de votre demande. Vous voulez partir en vacances, ils vous amènent une Mercedes Classe R, etc. Tout ça, ça vous coûte moins cher, globalement, que d'avoir une voiture moyenne, une petite voiture française, etc. Dans Paris, je veux dire, les gens sont... On est dans un truc complètement irrationnel. Alors, on ne passe pas de l'irrationnel au rationnel très vite. Mais pour dire que ça aussi, c'est un peu un changement de culture qui est très difficile. C'est-à-dire l'idée que la polyvalence de la voiture thermique aujourd'hui et l'association d'idées au fait qu'elle peut faire des centaines et même maintenant 1000-1200 km sans faire de plein, c'est une idée qui est en nous et qui est un frein au développement de l'électromobilité. Alors, une autre dimension, je mets ici, peu importe, le dessin, ce sont des expérimentations, est-ce que c'est un petit peu des agglomérations pilotes aussi à droite que nous avons en France. Un autre changement de monde, mais il faut que je fasse attention à rester sur l'énergie, un autre changement de monde, mais qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, quand un constructeur automobile fait une nouvelle voiture, commercialise une voiture, campagne de pub à la télé, je peux vendre la voiture partout en France, il faut que j'aille.
C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de raisonnement géographique. Avec le véhicule électrique, avec les véhicules décarbonés en général ou innovants, de plus en plus s'introduit un raisonnement géographique, parce qu'en fonction précisément de l'intérêt que les collectivités territoriales donnent au sujet en termes de réglementation de circulation, d'avantage d'usage, d'expérimentation, d'infrastructure, de tout ce qu'on veut, les constructeurs petit à petit vont se dire, bon, bah, telle ville, là-bas c'est plus propice que dans telle ville, et petit à petit, il peut y avoir une segmentation géographique, et donc du coup les collectivités territoriales ont besoin de faire un raisonnement beaucoup plus pointu sur ce sujet-là. Et là aussi c'est un changement de monde, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quelle agglomération, n'importe quelle grande ville, communauté urbaine, vous avez des gens qui s'occupent de la mobilité, qui en général sont sur le transport collectif, vous avez des gens qui s'occupent de la voirie, vous avez des gens qui s'occupent des infrastructures, vous avez des gens... alors voilà, tout est en silo, et en réalité, on est face à un sujet qui doit être complètement transversal. Donc, et ça, je peux vous dire de tout ce qu'on voit, de tout ce que je vois, tant qu'une ville, une agglo, n'a pas quelque part un chef de projet ou quelqu'un qui a une vision transversale, il ne se passe rien. Il ne peut rien se passer. Parce que c'est vraiment un sujet qui est complètement transversal. Mais les villes, alors, le point positif est très positif, et les constructeurs, ça leur fait peur quelque part. Mais en même temps, de plus en plus, les collectivités territoriales vont être un moteur ou un facteur déterminant du marché automobile. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à un passé récent. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, franchement, si vous demandez à Renault, à Peugeot ou à d'autres, quand ils commencent une voiture, s'ils regardent si c'est à Nice ou à Paris, c'est pas... Mais de plus en plus, ça va être un sujet. De plus en plus, ça va être un sujet. Les villes, on parlait au début de pollution de l'air, de particules, les villes qui ont le plus de problèmes vont être tentées d'adresser le plus rapidement et le plus fortement ces problèmes-là. Donc ça veut dire restriction de circulation, ça veut dire avantage d'usage, ça veut dire plein de choses. Donc les collectivités territoriales vont rentrer dans le jeu plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Alors un point, il faut que je fasse un petit peu attention au temps, un point ici, alors avant de décrire, je vais essayer de passer une minute sur chacun des petits dessins, des petites photos. Un point qu'il faut avoir en tête, alors ça c'est un paradoxe, et qui est valable pour, je dirais, pour tous les véhicules innovants. Un véhicule électrique, un véhicule hybride, rechargeable ou pas, etc., un excellence d'autonomie, ce sont des véhicules qui coûtent plus cher à l'achat et moins cher, voire beaucoup moins cher à l'usage. Une voiture électrique, vous mettrez 300 €, 400 € d'électricité par an, puis c'est tout. C'est ce que ça vous coûte. Hein. Donc il faut qu'il roule. Alors si vous regardez aujourd'hui, en particulier ces dernières années, le kilométrage moyen en France a beaucoup baissé. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'il est autour de 8000, 8500 km par an. Donc il a beaucoup baissé. Beaucoup baissé. Il était à 10 000 peut-être en 2006-2007. Aujourd'hui, pour être très franc et réaliste, un véhicule électrique ou même un véhicule hybride, les gens ne savent pas trop parce qu'ils se disent je consomme, ça c'est pas vrai. Donc ce sont des véhicules qui sont plus chers en général. Ou alors donc il faut que ça roule. Donc ça veut dire qu'un véhicule décarboné, il faut qu'il roule, mais là où il est le plus intéressant, c'est en milieu urbain où il roule le moins. Conclusion, les véhicules électriques ou décarbonés sont intéressants pour des individus ou des usages, on va dire, particuliers en milieu plutôt périurbain ou, comme on dit, rurbain, à mi-chemin entre l'urbain, parce qu'il faut faire des kilomètres. C'est-à-dire, le banlieusard à Paris qui fait 20 km, même 2 fois 20 des fois tous les jours, pour aller chercher le RER ou pour aller dans Paris, etc., celui-là, il est intéressant, c'est un bon public, parce qu'il fait ses 40 km, ses 50 km par jour, lui, il roule. Et le Parisien intramuros, même celui qui a une voiture qui fait 3000 km par an, il n'est vraiment pas intéressant pour le véhicule électrique. Et donc, du coup, la conclusion, c'est quoi? C'est de dire, soit je suis en périurbain ou en rurbain, je roule, et là, l'usage individuel est logique, soit je suis en milieu urbain, et il faut que la voiture soit partagée. C'est-à-dire que la voiture électrique pousse à l'autopartage, au partage de la voiture entre plusieurs possesseurs, possesseuses de la voiture. Donc ça, c'est le paradoxe, parce que les gens vous disent, la voiture électrique, c'est une voiture urbaine, c'est une voiture de ville. Oui et non. C'est une voiture de ville parce qu'elle est intéressante au niveau de la pollution, au niveau de tout ça, plus en ville qu'en milieu rural. Mais au plan économique, il
faut qu'elle soit partagée. Donc, je pense que vous connaissez les chiffres. Aujourd'hui, une voiture, en moyenne, il y a 1,4 passagers. C'est 1,4. Et en moyenne, dans Paris, il y a 15% des voitures qui roulent pour chercher une place de stationnement. Enfin, vous voyez, on est dans des logiques, enfin à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Hein, donc on est dans des trucs. Donc du coup, hein, ouais, 15% des voitures cherchent une place quand elles roulent. Oui, oui. Mais surtout, alors, donc du coup, l'autopartage. Alors là aussi, il y a une grande. Donc ça, c'est un raisonnement économique hein, que je tiens, un raisonnement économique ou de collectivité ou collectif. Par contre, l'individualisme, quoi qu'on en dise, est et reste très élevé, en particulier en France. Hein. C'est-à-dire que l'autopartage est aujourd'hui beaucoup moins développé en France qu'il ne l'est dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, la situation, je vais voir le chiffre quelque part ici, en France, il n'y a que 25 000 personnes aujourd'hui qui pratiquent de l'autopartage ou du covoiturage. Hein. Il n'y en a que 25 000. Alors, on voit de plus en plus des jeunes, même sur Internet, là, qui se disent, alors sur des longues distances, c'est un peu plus parce que là, ça coûte cher. Donc, ils disent, je prends une bagnole pour aller de Marseille à Lyon, puis plus haut sur leur téléphone, je te prends demain à 8 heures à telle porte, ou tel truc. Bon, ça se développe un petit peu, mais pas tant que ça. En réalité, nous sommes très individualistes, très, très propriété de la voiture. Même les jeunes, il ne faut pas croire, hein, les études sont très variées là-dessus. Mais, je dirais là aussi, les collectivités locales, de plus en plus, vont être amenées par leur politique, par cette stratégie, à développer l'autopartage et le partage des véhicules. Ça me paraît une évidence absolue, de gré ou de force, je dirais quelque part, de gré ou de force, donc de force. Il faut être coercitif là-dessus. Et il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et ça, c'est le grand paradoxe des véhicules décarbonés. On peut, après, il faut que je revienne aux camions et tout ça, c'est un peu le même sujet. Ça coûte cher, donc il faut que ça roule. Malheureusement, ça ne roule pas assez en ville, donc il faut que ce soit partagé. C'est une logique... alors, c'est une logique économique. Après, la logique psychologique, elle est différente. Hein, je pourrais vous parler un petit peu après un peu des premiers retours d'expérience d'Autolib ou de système d'autopartage. Alors, il y a des choses quand même... Alors, quand on regarde ce petit dessin, quand même quelques points. Donc vous avez vu que les constructeurs, je donne l'exemple de Mubile Peugeot, vous avez dû voir les pubs, mais c'est l'idée qu'on a un service, le jour où on a un deux roues, on a un deux roues, le jour où on veut une camionnette, on a une camionnette, le jour où on veut une voiture de course, on a une voiture de course. Donc, c'est le système Mubile Peugeot. Vous avez en haut et à gauche, donc c'est Buscar, donc c'est Robin Chase, qui avait créé Zipcar aux US. Alors, je vous le dis très franchement, moi je suis pas un fanat parce que donc Buscar, vous connaissez le principe, c'est en fait c'est un modèle d'assurance qu'on vient plaquer. Donc vous avez une voiture et donc la clé est dedans, il y a un système de badge et tout, et vous n'en avez pas besoin, donc vous l'attribuez à d'autres. C'est-à-dire vous avez votre voiture, elle est garée à tel endroit, il y a la clé dedans, il y a le badge, et par téléphone portable, une autre personne peut prendre votre voiture et elle vous dit où est la regard, etc. Donc c'est le système de partage de la voiture personnelle. Alors le danger, donc c'est par-dessus, en fait, il y a un petit service qu'on paye et en fait on plaque c'est une assurance complémentaire qu'on plaque en dessus de votre assurance individuelle. Alors l'inconvénient de ce système-là, quand même, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la voiture. Donc, si c'est une voiture qui pollue beaucoup, le fait qu'elle soit beaucoup utilisée, que quelqu'un, par exemple, qui a une voiture un peu vieille, qui n'a pas envie de la vendre, il dit bon, bah, c'est bon, je le fous dans Buscar. Après, vous avez une voiture qui tourne et puis qui crache tout ce qu'il faut. Donc, je ne suis pas très. Mais c'est l'idée du partage. Les taxis parisiens, en bas et à gauche. Alors, ça, c'est un sujet. Alors, je vais vous dire. C'est un tout petit scoop parce que l'arrêté préfectoral n'est pas encore sorti. Vous connaissez, non? Ouais, il va sortir. Donc alors je vais vous dire, ça fait des mois, donc avec la préfecture de police de Paris, qu'on réunit donc les professions et d'autres autour du sujet du taxi électrique. Et bien évidemment, il faut faire des dérogations parce que les coffres, en particulier, le point de départ, c'était la Citroën C0. Les coffres ne sont pas assez gros, elles ne sont pas assez grandes, donc elles ne sont pas statutaires. Et puis il peut y avoir refus de charge. Et puis si on fait des stations de recharge, ils ne veulent pas que les gens, parce que vous savez qu'on peut aller prendre un taxi en fait à 25 mètres d'une station. Donc il dit si vous foutez des stations de recharge à 30 mètres, les gens vont aller prendre le taxi à la truc de recharge. Et puis surtout, il ne faut pas aller dans les aéroports, etc. Bon. Voilà, donc ça a bouillonné pendant on est arrivé, donc ils vont sortir un arrêté, pour l'instant d'expérimentation jusqu'en 2013, mais là on a un vrai sujet, parce que les taxis donc, sont des véhicules qui roulent beaucoup déjà en ville, même s'ils ne sont pas forcément très nombreux, ils sont très visibles
de l'opinion publique, du grand public, etc. Donc il y a un intérêt à décarboner. Mais quand vous les écoutez, ce sont les derniers à dire il faut que je me décarbone, ou alors je préfère acheter un hybride qu'un électrique. Enfin, ils ont tous plein de bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et donc du coup, il n'y a que les villes et derrière les autorités de police, donc c'est le cas aussi même à New York, à Shanghai ou ailleurs, qui ont le pouvoir là-dessus, et qui petit à petit vont forcer à la décarbonation des taxis. Mais c'est un point important. Et à la limite, parce que quand vous regardez aussi le modèle économique, il est un peu, quand vous regardez je n'ai plus les chiffres en tête, mais les temps d'attente, en particulier aux aéroports, enfin, on est dans un truc, alors c'est pareil, on dit qu'on a des taxis, mais il y en a la moitié qui ne roulent pas, quoi. Donc on est dans des trucs qui sont complètement... Bon. Donc ce sujet de taxi, il est intéressant. Vous avez en bas et à droite, donc en fait c'est le groupement de flotte que nous avons fait et qui a passé les premières commandes. Et je vais vous dire un truc assez intéressant, et il faut que je revienne à l'énergie, il ne faut pas que j'oublie. Mais c'est quand même intéressant. On a démarré donc Nice Auto Bleu, donc un autopartage, au mois d'avril de l'an dernier. Alors, comme toujours, et c'est le cas aussi pour Autolib, les objectifs d'abonnés sont atteints toujours plus rapidement que prévu. Donc ils ont atteint à l'été l'objectif qu'ils avaient en fin d'année. On est en train de doubler le parc. Bon, en fait, le succès est assez rapide. Alors, il y a eu un étonnement qui est qu'il y a des berlingots Venturi dans des utilitaires. Donc il y a eu un étonnement d'EDF, d'Eolia, de la mairie, de la communauté urbaine. Il y a une forte demande pour les utilitaires. Pourquoi? Les utilitaires. Donc c'est des berlingots en autopartage, donc des véhicules utilitaires. Donc c'est des berlingots électrifiés, Venturi, en autopartage. La raison de ça, elle est double. La première, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont faire des courses à droite à gauche et qui ont des produits, un grand écran de télé, je sais pas quoi, 500 kilos de plaques ou plâtre chez Castorama, des trucs comme ça. Donc il y a un besoin d'avoir des véhicules comme ça et les gens n'ont pas forcément envie d'aller, alors il ne faut pas leur dire trop fort, vers des loueurs. Ils disent c'est facile, je prends une voiture, voilà, bon, ou je fais un petit déménagement, etc. Et les commerçants. Parce qu'en fait, les commerçants qui sont en centre-ville, dans le textile, dans beaucoup de métiers, ont des stocks arrière qui sont chez eux, quand ils ont une maison ou dans des petits entrepôts, etc. Et donc en fait, ils sont tout le temps en train de faire de la logistique entre un endroit qui est à la périphérie de la ville et leur magasin en centre-ville. Et donc du coup, les commerçants du centre-ville de Nice, des rues piétonnes, tout ça, se disent finalement, si j'ai une Venturi que je peux prendre le matin, la remplir de vêtements et vider ça et pas avoir de problème de parking et de stationnement et machin et trucs. Donc voilà, donc il y a une demande utilitaire. Alors on n'a pas pour l'instant Autolib, vous le savez, et Bolloré, on n'est pas allé dans cette direction-là, mais enfin c'est une question qui est sur la table. L'autre enseignement sur l'autopartage, et j'aurais fini avec ça, donc en particulier sur Autolib, c'est que je dirais donc le nombre d'abonnés, et d'ailleurs on manque de voitures en fait, maintenant on manque de voitures, le nombre d'abonnés est bien supérieur à ce qui était prévu pour le lancement, mais surtout il y a une proportion de jeunes très importante. Donc il y a des moyennes d'âge et une proportion de jeunes qui est beaucoup plus importante que prévu, je n'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo un tiers à moins de 21 ans, quelque chose comme ça. Bon. Et en fait l'explication c'est que ce sont des jeunes en fait qui n'ont pas de voiture ou qui viennent d'avoir le permis de conduire ou un truc comme ça. Puis finalement, soit eux, soit les parents disent attends, au lieu d'acheter une voiture, etc., 144 euros, 144 euros, donc je t'abonne à Autolib et puis tu te débrouilles. Et finalement, vous voyez, c'est des changements de mobilité. Donc là, on passe directement de la mobilité individuelle à la voiture personnelle, à un usage. Et je veux dire, un jeune, une jeune qui rentre dans ce système-là, après, elle n'en sort pas. Je veux dire, on s'habitue, on fonctionne, je trouve que c'est très bien. Vous avez au milieu et en bas de l'écran, et ça c'est le point le plus difficile, je pense, pour les pouvoirs publics, alors qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités. Donc c'est l'image, je ne sais pas si vous la voyez, du Twizy. Donc c'est la petite Renault là, qui va être commercialisée bientôt. Donc c'est un biplace. Donc évidemment, le raisonnement, c'est de dire, en moyenne, il y a 1,4 personnes par voiture. Je fais un truc qui n'est pas aussi mince qu'une moto, intermédiaire. Je fais des biplaces électriques en plus. Je peux les garer. Bon, voilà. Alors la difficulté. Alors, moi, je pense, tout le monde pense que ce type de véhicule pourrait se développer, mais très fortement, très très fortement. Mais il y a un frein, ou il y aura un frein, qui est la cohabitation sur la voirie, de nouveau, de véhicules très différents les uns des autres. Bon. Donc
Donc on a un problème maintenant, on a déjà un problème aujourd'hui entre les coureurs de bus, les vélos, les deux roues et les voitures particulières. Donc ce type de véhicule pourra se développer et du point de vue de certains devrait se développer parce que c'est quand même assez logique d'avoir des biplaces et des petits véhicules comme ça, en plus électrifiés, mais ces véhicules-là posent un énorme problème de réglementation de circulation. Alors pour vous donner un exemple, le Twizy, donc il y a deux niveaux de puissance. Le niveau supérieur, il va sur le boulevard périphérique, mais il ne va pas sur il va pas en tout cas aujourd'hui sur une 2x2 voies à 110 à l'heure ou à fortiori sur autoroute, donc on a un vrai sujet. Et inversement en ville, on voit déjà les motos, donc les fils de moto, etc. Bon, c'est un véhicule, il faut qu'il reste derrière une voiture parce qu'il a une largeur qui n'est pas celle d'une moto. Et vous avez même aujourd'hui des grosses motos qui en fait passent entre les voitures et qui ne devraient pas. Enfin, on est dans un truc un peu... et puis vous avez des engins électrifiés aussi, comme les gyropodes, le Segway, qui sont intéressants aux États-Unis parce que les trottoirs sont super larges, mais en France, si vous mettez un... Maintenant, il y a des Segway qui vont à 40 à l'heure. Hein. Vous mettez ça sur les trottoirs parisiens, il y a un mort au bout d'une demi-heure. Donc, on est... hein ouais, le truc à deux roues, là. Alors, sur l'esplanade de la Défense, à la limite, ça va, si vous voulez, mais vous mettez ça dans les rues de Paris, ça va 40 à l'heure, les trucs. Hein. Mais c'est super logique, hein, ça va plus aussi vite que le métro. Hein. Vous mettez ça dans Paris, c'est aussi rapide que le métro. Hein. Donc ce sujet-là alors là, pareil, alors je vous donne un chiffre qui est assez... il faut que je revienne à l'énergie. Un chiffre qui est assez intéressant et un peu... C'est là, c'est vraiment tout le sujet de la mobilité. Si vous faites une photo de Paris, à un moment donné, je serais tenté de dire, même en heure de pointe, c'est pas tout à fait vrai, mais presque en heure de pointe, en fait, le système des couloirs de bus et des bus tel qu'il est aujourd'hui occupe la moitié de la voirie est vide en réalité. Ou alors mal foutu avec des camions de livraison dans tous les sens. Bon. Donc en fait, on a l'impression, même quand Paris est embouteillé, etc., et que vous regardez la situation au vu du ciel, alors il y a plein d'études, plein de cartes là-dessus, en fait, ça ne roule pas sur la moitié de la voirie. Donc c'est pour dire que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de couloir de bus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour dire que ce sujet d'occupation de la voirie, de réglementation de circulation, va devenir un sujet de plus en plus important, et à la limite, je pense, alors peut-être pas à Paris, parce que Paris c'est difficile, ou dans des grandes villes, mais on va venir un peu petit à petit à des logiques qu'on trouve quand même dans certaines villes asiatiques, qui sont des logiques de carrément dire là il y a des voitures, là il n'y en a pas, et là où il n'y a pas de voitures, il y a toutes sortes d'engins. Il y a toutes sortes d'engins. Et on peut très bien imaginer qu'à horizon même de, je dirais ne serait-ce que 10 ans dans Paris, peut-être qu'il n'y ait plus toute voiture. Enfin je veux dire, il faut se poser les bonnes questions. Hein. À un moment donné, il faut... sachant que ces petits moyens-là sont décarbonés, alors c'est plus facile en plus de décarboner et d'électrifier des petits véhicules évidemment que des gros, on met moins de puissance, ça coûte beaucoup moins cher, et vous remplissez le besoin et dans des conditions de confort qui sont raisonnables. Hein. Donc c'est une question pour les pouvoirs publics qui est très difficile mais qui est importante. Alors, je reviens à l'énergie sur la chaîne de valeur. Alors ça, c'est aussi un petit peu un monde nouveau. Et puis je crois qu'il faut qu'on se garde du temps. Je vais arrêter pour qu'on échange un petit peu. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de l'automobile, c'est l'orange sur ce petit dessin. Donc c'est la moitié droite. Donc finalement, aujourd'hui, vous achetez une voiture à un constructeur ou vous achetez une voiture sur le marché de l'occasion. Donc vous avez un vendeur, un acheteur, vous avez une voiture, vous l'assurez, il y a éventuellement un réseau commercial si c'est du neuf, vous l'entretenez. Bon voilà, vous faites le plein d'essence, terminé. Donc c'est un univers qui est assez simple. Quand on passe à l'électromobilité ou de manière générale aux véhicules innovants, on retrouve bien sûr tout le sujet de gestion de la batterie. Donc vous savez que Renault en particulier va commercialiser ses véhicules pour faire un équilibre avec le véhicule thermique en prix d'achat où la batterie est louée et est à part finalement. Vous avez en haut à gauche le sujet des infrastructures que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc pour la voiture thermique, la seule infrastructure c'est la station-service. Bon, pour la voiture électrique, bon, ça peut être la station-service pour la recharge rapide ou l'échange de batterie, mais ça peut être aussi la voirie, le parking, c'est le domicile, c'est le bureau, on se recharge partout. Donc on est dans un univers d'infrastructure avec soit des opérateurs d'infrastructure, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, des métiers du stationnement qui viennent dans le modèle économique et qui ne sont pas aujourd'hui, parce que c'est pareil, aujourd'hui quand vous achetez une voiture, vous avez une voiture, bon, vous savez, vous payez chez Vinci, etc. Mais enfin bon, on sait que c'est cher, etc. Mais c'est dans le paysage. Mais après, comme après ça devient lié à la recharge, bah, ces métiers-là vont être obligés d'évoluer et de vous apporter le service de la recharge. Et puis vous avez un troisième élément qui est en bas et à gauche et qui lui rejoint l'énergie, qui est le sujet de l'électromobilité, parce qu'en fait, comme vous êtes, comme l'énergie, vous la biberonnez
et vous n'êtes pas dans une logique de faire des centaines de kilomètres avant de reprendre de l'essence ou du gazole. Il faut que vous soyez réassuré, donc ça veut dire c'est de l'informatique, c'est des moyens de communication modernes, c'est un repérage constant du véhicule, ça veut dire même en sous-sol aller chercher l'information dans les tunnels, dans les parkings, etc. avec les GSM. Ça veut dire pouvoir piloter à distance la recharge, ça veut dire faire ce qu'on appelle du roaming, donc de la facturation, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'abonnement d'électricité n'est pas nomade. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné à l'électricité, bon, vous avez un fournisseur. Bon, c'est clair qu'avec l'électromobilité, à partir du moment où vous pouvez faire plein d'électricité partout, alors ça c'est un sujet important pour vous, à partir du moment où vous pouvez faire de l'électricité, du plein d'électricité partout, ben, il faut que ce soit nomade et que comme pour la téléphonie, il y ait derrière des chambres de compensation et des systèmes de facturation qui vous éliminent, je dirais, toutes les procédures de facturation d'électricité. Alors c'est un sujet d'ailleurs important et difficile, qui est par exemple plus facile à traiter en Allemagne, parce qu'en Allemagne aujourd'hui il y a 100 000 producteurs d'électricité, donc ils sont habitués. En Allemagne, vous êtes ici, vous traversez la rue, vous avez un autre fournisseur, ils sont habitués à ça. Le compteur d'électricité en Allemagne vous appartient, il n'est pas au fournisseur. Enfin bon, donc ça, c'est un sujet pour nous, hein, c'est un sujet pour nous en France. On voit bien d'ailleurs tous les débats autour de Linky, on retrouve un peu ces sujets-là. C'est l'idée que dans l'électromobilité, il faut pouvoir payer facilement. Bon, vous voyez bien, aujourd'hui à Paris, vous prenez une carte d'abonnement à Boulogne, vous traversez le pont sur la Seine, vous allez de l'autre côté à Saint-Cloud, vous allez chercher une autre carte. Bon, si avec un véhicule électrique, chaque fois que vous traversez un pont, il faut que vous cherchiez une carte, un badge ou un machin pour recharger, ça ne va pas. Donc c'est un sujet d'itinérance et de mobilité qui est important. Donc c'est un éclatement de la chaîne de valeur entre beaucoup d'acteurs. Alors je vous ai donné tout à l'heure le chiffre d'Autolib, il est assez intéressant. Alors ça c'est quelque chose qui fait peur évidemment aux constructeurs, parce que les constructeurs, ils sont dans une situation où ils voient déjà, pour le moment au démarrage, une bonne partie de la valeur au travers de la batterie leur échapper, parce que très peu sont capables d'intégrer la batterie, en particulier lithium-ion. Il y en a très très peu. Il y a vraiment que les 2 ou 3 premiers constructeurs mondiaux qui sont capables de faire des batteries lithium-ion chez eux, donc Toyota et Volkswagen. Et un jour, même Daimler n'y arrive pas. Donc ils se sont donné un objectif à 3-4 ans avec Evonik. Donc ils sont dépendants pour la batterie. Et de l'autre côté, ils ont tout un tas de services qui se développent. Et c'est un peu comme le téléphone, si vous voulez, où on voit bien que ceux comme Ericsson, qui sont restés sur le sujet télécom, sont en train de mourir finalement, et que vous avez des acteurs, regardez les tablettes tactiles, regardez les ultra portables avec les clés 3G, donc vous avez des acteurs qui viennent, enfin, quand vous êtes dans la téléphonie mobile, finalement votre téléphone ça devient la clé 3G, donc c'est plus un téléphone, et donc tout ça peut et va se passer dans l'automobile, tout ça va se passer dans l'automobile. Je vais vous dire alors vous avez des constructeurs, les constructeurs premium, ils s'en tirent parce qu'ils mettent énormément de valeur dans leur voiture. Donc c'est le cas, un truc qu'on ne sait pas, par exemple, que BMW aujourd'hui, vous achetez aujourd'hui une BMW, en fait la voiture est en permanence monitorée et connectée à Internet. Alors vous signez un papier, et vous pouvez, vous, utiliser ou pas ces fonctions-là. Donc ça veut dire que aujourd'hui, toutes les BMW qui sont vendues, il y a un Big Brother, qui est en l'occurrence est à Munich, qui sait exactement ce qui se passe dans la voiture ou qui peut savoir. Parce que des fois, il faut l'autorisation de la police avec les déplacements et tout. Mais vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous avez toute BMW qui est vendue aujourd'hui, elle est monitorée, ils savent exactement à quelle vitesse vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, quand est-ce que vous êtes parti, vous faites le plein, combien vous crachez de CO2, si la voiture penche à droite ou à gauche, etc. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Mais c'est bridé. C'est bridé. Vous avez la possibilité, ça s'appelle e-Connect. Donc, vous voyez, on est dans un... Mais tout ça, ça prépare le terrain de l'électromobilité. Alors regardez, par exemple, à Lyon, vous avez ces Car2Go. Donc c'est une filiale d'ailleurs, je pense, une filiale de Mercedes aussi. C'est des Smart. Ce sont des Smart diesel. Donc le jour où ils commencent à avoir des Smart électriques, ils mettront des Smart électriques à la place des Smart diesel. Ils ont mis 3 ans. Ils ont recruté des cerveaux scientifiques, une quarantaine au niveau mondial, il y a 4-5 ans, pour créer le système d'information qui mettent autour de l'optimisation de cet autopartage. Donc ça a commencé à Ulm en Allemagne, ils ont fait après des expés aux US, et là ils mettent 300 voitures à Lyon. Et c'est l'intelligence et les logiciels et ce qu'il y a comme
comme IT autour de tout ça, et absolument l'optimisation, même Autolib, je vous dis, même Autolib, c'est un, faut pas croire, hein, c'est un casse-tête, vous pouvez pas imaginer. La gestion d'Autolib, c'est un truc, c'est dantesque, hein, c'est dantesque. Donc, cette valeur-là, elle arrive dans l'automobile, elle va renchérir l'automobile d'une manière ou d'une autre. Le stationnement, donc imaginez regardez le stationnement aujourd'hui. Vous avez, quand vous arrivez dans une ville ou près d'un parking, on vous dit, il faut vraiment être le nez sur le panneau et on vous dit complet, 40 places de libre, etc. Alors vous avez des accords, alors je crois que c'est Vinci avec Nafec, alors il y a quelques systèmes de navigation qui commencent de vous dire ça à distance ou avant, mais on est là aussi dans la stupidité la plus totale. C'est-à-dire que toute l'information est là, elle existe, mais elle n'est pas planifiée, elle n'est pas organisée. Mais en réalité, par exemple, si on imposait aujourd'hui, on était capable d'imposer aujourd'hui à tous les systèmes de navigation de donner instantanément dans une voiture le nombre de places libres et tout, et surtout de réserver la place derrière en disant je suis à 5 minutes de je sais pas quoi de Notre-Dame et je vais me garer au parking de Notre-Dame, tu me bloques la place numéro 144 à l'étage 3, ben, les 10% ou 15% de voitures dont je parlais tout à l'heure et qui roulent pour rien, ben, on ne les verrait plus. Mais pour la voiture électrique, c'est nécessaire, puisque si elle a besoin de recharge, il faut qu'elle trouve une place avec de la recharge et il faut qu'elle puisse y aller, il faut que la place soit réservée. Voilà. Alors j'arrête là. Je vais dire un mot quand même des véhicules lourds, votre petit point rouge, et puis pour sortir donc de la voiture particulière. Et des voitures, alors je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, donc les quadricycles, etc. C'est aussi, vous avez l'exemple de la Mia en France. Vous avez d'autres voitures, la femme, il y a des voitures qui arrivent un petit peu comme ça, donc ce sont des voitures qui ne sont pas très chères, hein, qui vont taper dans les 10 000 euros, 12 000 euros, après l'aide, le bonus, et qui remplissent leur usage avec 3-4 places, et qui après tout peuvent remplir une fonction. Alors autrefois on disait c'est des voiturettes ou des voitures sans permis, c'est ce qu'on veut, mais en réalité ces véhicules-là, ils remplissent leur fonction, ils peuvent remplir leur fonction. Alors maintenant les véhicules lourds. Donc aujourd'hui la vision, alors c'est un point important parce que quand on parle de tout ça, on oublie, alors ça dépend de ce qu'on regarde, hein, mais on peut mesurer l'efficience en kilomètres, en tonnes, en tout ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'en chiffre brut, c'est quelque part la moitié du problème. Donc vous voyez, pour l'instant je n'ai parlé que d'une moitié du problème du transport. Donc, alors les véhicules lourds aujourd'hui, la vision des experts techniques, c'est que en dessus de 15 tonnes, il n'y a pas d'opportunité d'électrification aujourd'hui. Par contre, il y a des opportunités d'hybridation, en particulier en termes de récupération d'énergie de freinage. Puisqu'après tout, un camion, il passe la moitié du temps à monter, la moitié du temps à descendre. Et quand il descend, on sait récupérer l'énergie de freinage, soit dans des dynamos, enfin, il y a plein de systèmes différents, des volants d'inertie, des dynamos. Et cette énergie de freinage, en fait, on peut être à ce moment-là dans des modes de propulsion électrique. C'est-à-dire que le camion, en fait, on le met en mode électrique quand il descend. Une pente d'au moins, je sais pas, 5%. Alors vous avez sur le marché, alors ils sont encore assez chers, vous avez sur le marché des véhicules, par exemple, il y a des Mercedes ou même des MAN, je crois, ou des Hyundai en Asie, qui sont comme ça, mais je dirais ça, c'est quand même plutôt de l'hybridation, éventuellement du gaz, pourquoi pas de l'hydrogène, enfin, c'est plutôt une logique d'hybridation et de récupération d'énergie de freinage, hein, pour les gros porteurs et les moyens porteurs. Et bien sûr, c'est notamment dans le Grenelle de déplacer vers le fer, enfin vers le ferroviaire, vers le maritime. Enfin là aussi, vous connaissez les chiffres, il faut les regarder. Hein, c'est une fois qu'on a décidé quelque chose, en général, on en réalise la moitié, et puis le temps passe. Et le temps passe vite, et tant qu'on ne prend pas des décisions, enfin, je ne veux pas trop parler là, mais tant qu'on ne prend pas des décisions assez drastiques sur ces sujets-là, on a peu de chances quand même de faire des efforts significatifs, en tout cas dans un temps. Regardez, la Suisse a dit j'interdis les camions sur les autoroutes. Ben, il n'y a pas de camions sur les autoroutes suisses. Hein. Vous passez Besançon, vous montez à Pontarlier, top là, tout le monde sur le train, puis terminé. Hein, puis vous allez à Bâle ou ailleurs en camion sur un train, il n'y a pas de camion. Hein. Donc voilà, il y a ce sujet de la route, il y a une barrière technique. Voilà. Alors après, maintenant, quand on regarde les camions, jusqu'à 7 tonnes aujourd'hui, c'est quand même déjà des grosses bêtes. Donc on sait électrifier, on électrifie. Donc il y a aujourd'hui, donc on a la chance en France d'avoir des acteurs industriels, alors un qui n'est pas très connu, mais qui en fait est un des 4 ou 5 leaders mondiaux, qui s'appelle PVI, qui est en région parisienne vers Melun-Sénart et qui a créé presque 500 emplois en l'espace de 10 ans. Donc il fait des chaînes de traction électrique et qui les fait par exemple
en fourniture de Renault Trucks ou d'autres. Si vous voulez, comme le Max City, je ne sais pas si vous connaissez ce véhicule-là, de Renault Trucks, il a une chaîne de traction de PVI. Donc là, si vous voulez un véhicule, alors les Anglais, alors vous avez les industriels qui sont forts aujourd'hui sont les Anglais, parce que ça vient de ce qu'ils appelaient autrefois les Milcron. Les Anglais ont toujours eu, donc les tournées du laitier, ils ont toujours eu une politique, donc c'est Modex, Smith, etc. Ils ont toujours eu une politique d'avoir des camions électriques qui livrent le lait, qui livrent à domicile les gens en alimentaire le matin, etc. Donc ce sont des véhicules électriques jusqu'à 5-7 tonnes. Et vous avez aujourd'hui en France, par exemple, le groupe de Ray à Orléans qui a quelques véhicules comme ça, en particulier, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui livre par exemple les magasins de parfums Sephora. Donc ça veut dire que c'est quand même des camions électriques qui partent d'Orléans, toute la plateforme logistique de Ray elle est à Orléans, ils viennent à Paris, ils reviennent et ils n'ont pas besoin de surcharger. C'est des gros véhicules, comme vous voyez, sont marron clair. Donc c'est Sephora et j'ai vu récemment, c'est les parfumeurs parce qu'il faut que les parfums, faut que ça sente bon, donc on va pas foutre on met de l'électrique parce que ça sent bon. Donc vous avez des véhicules comme ça. Vous avez aussi des véhicules, donc vous avez les Monoprix, je sais pas si vous, donc qui a électrifié, enfin qui ont des véhicules aussi qui sont gaz en fait, qui sont souvent des véhicules mixtes, gaz et électricité. Un des intérêts étant aussi voilà. L'intérêt étant, donc c'est toute la distribution de proximité. L'intérêt étant, moi personnellement, je pense qu'on devrait les rendre obligatoires. L'intérêt étant aussi de ne pas faire de bruit quand ils livrent les gens le voisinage la nuit, parce que ça ne fait pas de bruit, etc. Donc vous n'êtes pas réveillé à 3 heures du matin ou à minuit par des camions entre l'immeuble. Et je dirais les camions de cantine scolaire, enfin, en France, c'est un scandale. Quand vous regardez les camions de livraison des cantines scolaires qui arrivent dans les cours d'école, qui sont obligés de tourner parce qu'ils ont soit du chaud, soit du froid, etc. Donc vous avez les tuyaux d'échappement qui crachent la somnée des enfants dans toutes les écoles de France. Hein. Vous avez ces camions-là. Donc c'est toutes les cantines. Donc vous avez, je pense, toutes ces flottes-là, à un moment donné. Alors, je ne dis pas, hein, il y a plein d'efforts des logisticiens qui commencent sur ces sujets. Alors, vous avez toutes les plateformes de recadencement à la périphérie de Paris, donc qui s'arrêtent à 30 km de Paris. Alors, je parle que de Paris, mais c'est valable à Lyon ou ailleurs. Hein. Donc vous avez toutes ces plateformes-là. Donc là, on a les porteurs jusqu'à 12 tonnes qui s'arrêtent, et après on repart dans des camions qui en général ne font pas plus de 7 tonnes, mais qui malheureusement aujourd'hui sont en général des diesels, et des diesels qui roulent beaucoup. Ce sont des camions qui font 40, 50, 60 000 km par an, et ce sont des diesels qui vous crachent tout ce qu'il faut. Eux, ils sont à 400 grammes de CO2. Et ils font 50 km par an, 50 000 km par an. Donc, alors, les logisticiens, donc vous avez des exemples, enfin, par exemple, vous prenez UPS, La Poste montre l'exemple. L'autre considération sur ces véhicules-là. Donc ça, c'est électrifiable aujourd'hui. Alors, ça coûte plus cher encore. Alors, je vais vous donner des chiffres. On va considérer que ça renchérit, si vous faites des amortissements, peut-être de 10% aujourd'hui, le transport à peu près aujourd'hui. Mais, si vous voulez, c'est quand même pas non plus... Donc après, ce sont des sociétés, bon, j'ai parlé des parfums, mais vous avez après des sociétés de distribution, vous avez UPS, DHL, tout ça, maintenant qu'on des véhicules électriques qui partent de Roissy, enfin qui commencent d'avoir des véhicules électriques qui partent de Roissy, qui travaillent avec les mairies de Paris, donc ils descendent immédiatement, quand ils arrivent d'ailleurs pas très loin d'ici, ils descendent dans des parkings souterrains et on recadence les flux dans des petits véhicules, des plus petits véhicules qui peuvent être électriques, ou qui seront électriques. Donc petit à petit, il y a une démarche pour ce genre de véhicules, sachant que c'est typiquement le cas de la Poste. Toutes les voitures que vous voyez dans les rues, quand vous voyez une camionnette, etc., dites-vous qu'elle en général elle est vide. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous sur Internet, vous tapotez sur le site de la FNAC et vous commandez un DVD, qu'après vous allez sur le site de la Redoute, vous commandez une couverture, et puis qu'après vous allez, je sais pas, commander un crayon papier ou une assiette sur je sais pas quoi, quel site, vous déclenchez une logistique pharaonique. Avec tout ce que vous regardez bien dans les rues, vous regardez, les chiffres sont pharaoniques. Il faut savoir que tous ces véhicules-là, ils sont vides. Parce qu'à chaque fois, il y a un paquet, deux paquets, trois paquets. Hein. La Poste a des chiffres là-dessus. Quand vous voyez une camionnette de la Poste, même les Kangoo, là, etc., vous regardez ces voitures, tout ça, c'est vide. Hein. C'est des gens, ils vous livrent. Alors, vous dites, je veux 24 heures, ça coûte 6 euros. 48 heures, ça me coûte 10 euros logistique. Alors, c'est un truc de fou. Alors, ce qui se fait et ce qui est actuellement, mais c'est compliqué parce qu'il faut mettre ensemble les collectivités. On est dans le collectif. Donc, il faut mettre ensemble quand même des intérêts collectifs. Il y a les distributeurs, et puis après, il y a les particuliers, les réseaux de distribution. Donc, quand même, de plus en plus, des réseaux de distribution, notamment ceux que j'ai cités, résonnent en collectif. Et l'idée est maintenant de créer de plus en plus ce qu'on appelle La Rochelle fait ça bien aussi, donc des centres de logistique qui soient en fait multi, vous ne le savez pas, mais finalement c'est le même logisticien qui vous livrera votre DVD, votre livre, ou votre couverture, ou votre pack d'eau minérale avec au shop ou je ne sais pas quoi.
Alors, pour continuer sur les camions, ce qui est électrifiable aujourd'hui, c'est les minibus électriques, les minibus jusqu'à 15. Donc là, il y en a maintenant, il commence à y avoir une offre en France. Jusqu'à présent, il y avait plutôt des hybrides avec gruau, vous avez dû voir ça, des véhicules qui d'ailleurs, pour beaucoup, ont un peu échaudé les collectivités, parce qu'en général, ils ont eu pas mal de problèmes, ces véhicules. Maintenant, donc, il y a des électriques, des minibus électriques qui marchent très très bien et qu'on voit se développer de plus en plus en fractal à partir de grandes lignes de bus. Hein. Parce que c'est pareil, aux heures de pointe, les grands bus, notamment sur la Soufflée, ils sont pleins. Puis vous attendez un quart d'heure et vous voyez des immenses bus diesel se promener dans Paris ou ailleurs, qui font 25 mètres de long et qui sont vides. Et puis tout ça, ça vous crache un diesel, tout ce qu'il faut, du gazole et des particules, tout ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est d'avoir des flottes un peu plus. Alors, bon, il commence d'y avoir des villes, des raisonnements là-dessus, des achats de collectivités, donc ça avance bien, et c'est électrifiable, et c'est très raisonnable au niveau économique. Alors, ce qui est aussi électrifiable, et vous avez typiquement c'est Coca-Cola, c'est la livraison de boissons, parce que ce sont des véhicules donc, qui sont gros et lourds, mais qui s'arrêtent tout le temps, etc. Donc ces véhicules de livraison-là, donc le Coca-Cola a une politique, je ne sais plus si c'est cette année ou à la fin de l'année prochaine, tous les véhicules de livraison de Coca-Cola seront électrifiés. Et vous avez aussi les brasseries, les bières 33, enfin tout ce qui est livraison. Alors vous avez aussi, alors il y a un autre sujet de débat, c'est les camions poubelles. C'est pareil, c'est des véhicules qui font très peu de kilomètres, qui font beaucoup de bruit, qui s'arrêtent tout le temps. Donc c'est le type de véhicule, si vous voulez, alors qui demande quand même de l'énergie, parce que les camions poubelles, il faut manœuvrer les trucs, mais c'est quand même, il y a une logique forte à électrifier. Donc ça, ce sont des véhicules lourds, mais qui ne roulent pas beaucoup, qui font que quelques kilomètres, qui font du bruit, qui sont abominables. Et donc ça, il y a une logique forte à électrifier. Euh, Après, bon voilà, je crois qu'il faut segmenter, considérer qu'il y a une barrière technologique quand même assez. Alors ça vous fait quand même. Alors ce qu'il faut retenir quand même, c'est que donc la moitié de la, je peux dire de l'émission, en tout cas de CO2, c'est quand même les particuliers et les effets de serre légers. Après, vous avez quand même, en fait, la longue distance, c'est plus justement la logistique intermédiaire qui vous fait, je dirais, encore du 30%, quelque chose comme ça. Donc en fait, l'accent doit être mis sur la livraison, ce qu'on appelle la livraison au dernier kilomètre. Donc quand il y a eu rupture de chaîne logistique par rapport au grand transport routier. Et là, on peut et il y a intérêt à électrifier ou au moins à hybrider. Voilà. Euh, Ferroviaire, mais là, il y a des objectifs, hein, je ne suis pas un expert de ce sujet-là, mais ce que je comprends, c'est que, enfin, si vous voulez, il y a un historique lourd, en plus, la France, c'est une plaque tournante. C'est-à-dire qu'il y a énormément de transports routiers en France, en fait, qui ne sont pas des transporteurs français, ni pour des intérêts français, donc c'est très compliqué. Et ils sortent de l'autre. Voilà, Oui, c'est ça, c'est ça. oui, oui, non, mais voilà, justement, c'est cela qu'il faudrait. Alors écoutez, dans le. J'ai plus les chiffres en tête, mais dans le Grenelle, il y a des objectifs là-dessus, mais inutile de dire que ce sont des objectifs qui sont dans la durée, qui sont lourds. Il y a aussi le canal maritime hein, qui a été fait à l'ouest. Mais la vision, c'est plutôt celle-là. Euh, mais, mais voilà, je pense faut segmenter les tonnages et les technologies. Et je pense que quand on quitte le monde des véhicules particuliers, des véhicules légers, le principal et le plus important, c'est les véhicules dans la zone des 5 tonnes, 5 à 7 tonnes maximum, et qui font de la livraison d'un kilomètre. C'est ceux-là qui sont les plus présents et qui polluent le plus, et qui sont aujourd'hui diesel.